Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couve, le podcast de débat autour du manga. Cette fois encore, nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer le manga. Enfin, surtout les plus oubliés d'entre eux. Enfin, surtout nos mangas oubliés à nous et à vous aussi en fait, car on vous a demandé d'en choisir certains sur les réseaux sociaux. C'était marrant d'ailleurs, on le refera. Vous avez vu un peu les différents retours qu'on a eu? Bah carrément, ouais. Trop de retours, on le refera plus. Puis dans plein de genres différents, c'est ça qui était marrant. Johnny, il a dû répondre à chaque personne sur Instagram. J'ai fait 40 réponses là, avec des demandes trop bizarres. Ouais. Genre quoi, t'as eu quoi comme demande bizarre? J'ai eu stratège à un manga de 2001, mais combien de personnes connaissent ce manga quoi? Bah déjà une personne qui l'a dit. Bah oui. Une. On vous dévoilera dans quelques instants le manga qui a été choisi, mais c'est un manga qui a été, c'est celui qui a été le plus cité en fait finalement. On n'est pas passé loin de Rookies, mais ça ne sera pas Rookies. Ah ouais, j'ai vu. Il y en a eu quelques-uns comme ça qui ont été un peu plus cités que d'autres, mais voilà, ils pourront pas tous être dedans. On a pu en retenir qu'un, puis on a eu même un invité aussi qui nous a donné un manga spécifique, un manga oublié à lui. Cette émission donc va encore plaire aux plus nostalgiques d'entre vous, parce que oui. Ah, le manga, c'était mieux avant. Vous êtes dans la 5ème de couve. Voici la quatrième partie. Oh là 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 là. Quatrième déjà. Quatrième partie de nos mangas oubliés. C'est parti. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother! Bonjour et rebonjour, bienvenue dans la 5ème de couve pour défendre la mémoire du manga. Cette fois-ci, l'équipe sélectionnée est composée de virtuellement Jérôme Alquier. Ah oui. L'auteur de la BD Albator Mémoire de l'Arcadia, Jérôme Alquier qui nous a donné un manga oublié. Voilà, donc il fera virtuellement partie de cette présence émission. Sera là. Tout à fait. On n'a pas payé pour ça. Hein. Pas du tout. Ouais, non. Je te rassure. Et vous allez d'ailleurs pouvoir découvrir une interview de Jérôme Alquier sur le blog dans les jours à venir. Il y a aussi Johnny, évidemment. Salut. Qui est la virtuelle. Non. Je suis avec vous, avec un masque. Il y a Robin et il y a moi-même. Bonjour à tous, hashtag 5DC pour réagir sur les réseaux sociaux, hashtag 5DC le groupe de débat autour du manga, la 5ème de couve sur Instagram, la 5ème de couve sur quoi d'autre? Sur Copain d'avant. Évidemment sur Copain d'avant. Non, on est sur Espace Manga sur YouTube et sur Facebook aussi. Enfin bref, voilà, hashtag 5DC pour nous retrouver. Nous voici donc enfin prêts à nous baigner dans un océan de bonheur nostalgique. Le vrai. Tel un naturiste suédois dans une source d'eau chaude entourée de neige. C'est ça, je sais pas où va cette métaphore. Mais t'aurais pu dire un naturiste japonais déjà de base. Alors non, tel un singe japonais dans une source d'eau chaude naturelle. Ok, d'accord. Vous avez déjà vu ces vidéos de singes dans les sources d'eau chaude? Ouais, ils ont l'air tellement paisibles. Ça a l'air tellement cool d'être un singe dans ces cas-là. Mais ils ont le cul rouge, hein, donc c'est l'eau chaude, tu vois, c'est ça. Oui. Bref, on va retourner dans les années 2000 avec le cul d'une couleur normale, ne vous inquiétez pas. Les années 2000, vous savez, c'est une époque où il y avait des festivals, des conventions. C'est une époque où on se faisait la bise. On avait le droit de sortir de chez nous à cette époque-là. Et vous vous souvenez de cette période quand on avait le droit de sortir et tout? Ouais. Truc de malade. Il n'y avait pas la 5G encore. Il n'y avait pas la 5G. Bah non, ça a tout foutu en l'air. Il y avait pas le compteur Linky à froid. Ça une belle époque. Ça a tout foutu en l'air, quoi. Bref, c'était une vieille époque, quoi. Tu te souviens d'un truc qui s'appelait les bars? Bah, j'en ai. Tu vois, même je commence à oublier. Ouais, c'est marrant. Mais du coup, dans les années 2000, voilà, il y avait des bars et tout, c'était sympa. À 15 ans, on parle pas des poissons, hein, on parle bien des. On parle bien des débits de boissons. J'ai une blague zoophile là-dessus. Ouais, et bien on ne fera pas la blague zoophile parce qu'on a déjà parlé de singes il y a un instant. L'idée de cette émission, donc, c'est quoi? C'est de faire comme les 3 précédentes, c'est-à-dire mettre en lumière des mangas dont plus personne ne parle. Ou bien trop peu à notre goût. On s'est pas vraiment imposé de règles. Cet esprit de manga oublié, c'est un peu subtil. Il faut l'avoir en soi, tu vois. Voilà. Ça. Au début, on avait une règle, mais. Ouais, mais finalement. Un bon manga oublié. Non. Parce qu'il y a des mauvais mangas oubliés et des bons mangas oubliés. Le bon manga oublié, tu le trouves pas. Alors, un bon manga oublié, il faut que ça soit un manga terminé déjà. Parce qu'on nous a proposé par exemple Ajin. Ajin ne peut pas être un manga oublié. Non, mais déjà, Ajin est toujours en cours de parution. Même s'il était fini, c'était fou. Voilà, faut pas qu'il y ait de réédition
rééditions récentes. Globalement, on est sur des mangas qui, pour certains, ont même été portés disparus des librairies. Même l'auteur ne se souvient plus qu'il l'a fait forcément. Bah, c'est pour te dire. À chaque titre, évidemment, on va vous dire de quoi ça parle, qui est l'auteur, ce qu'il a fait d'autre, pourquoi ce manga vaut le détour et surtout pourquoi il est trop oublié, même si on n'a pas forcément de réponse absolue à ce sujet. Au sommaire, on terminera donc par le manga que Jérôme Alki a choisi. On garde un peu de suspense. Il y aura Otogi Matsuri, il y aura Zatch Bell, il y aura Yakitate Japan, Iganjima, Alive, Last Evolution, Slayers, le manga que vous avez choisi sur les réseaux sociaux et King of Bandit Jing. Robin, c'est ton choix, c'est à toi. Yes, alors King of Bandit Jing, c'est un manga de Yuichi Kamakura, paru en France chez Pika à partir de 2004, mais en 1995 au Japon. C'est une série complète, comme on l'a dit, en 7 tomes, donc une série relativement courte. C'était prépublié dans le magazine Comic Bonbon. J'aime bien ce nom, de Kodansha, et aussi surtout prépublié dans le Shonen Magazine en France. Un des rares mangas prépubliés en France. Et du coup, ouais, ça c'est assez marrant de le noter. En termes de vente, on a eu environ 20 000 exemplaires vendus depuis sa sortie. Donc sur 7 tomes, c'est sûr que ça fait pas des ventes de ma boule, mais voilà. Et du coup, aujourd'hui, il est malheureusement en arrêt de commercialisation, puisque c'est dommage, parce que c'est quand même une série très cool. Alors, mais attends. De quoi nous parle King of Bandit Jing? Est-ce que ça parle de bandit? Va pas trop vite. Alors ça parle de bandit et ça parle de Jing, puisque c'est dans le titre. Alors Jing, c'est pas un garçon comme les autres, c'est quelqu'un qui est surnommé le roi des voleurs parce qu'il a une habilité hors du commun pour dérober les biens les plus précieux du monde dans lequel il habite. Et en fait, souvent, sa capacité à voler, c'est surtout l'occasion pour lui d'aller explorer des territoires incroyables et relever des défis pas possibles. Pour ça, il est accompagné de Kir, son oiseau fidèle, qui peut un peu fusionner avec lui dans son bras pour créer un espèce de canon un peu comme Cobra, tu vois, et en fait il a une attaque, ou comme dans Otogi Matsuri dont je vais parler tout à l'heure. Et en fait du coup il tire une espèce de boule d'énergie comme ça quand son oiseau Kir a fusionné dans son bras, et c'est une attaque qui s'appelle Kir Royal. Fais pas le geste quand tu fais ça. Vous aurez noté, oui, je sais, c'est pas très radiophonique, je vise Joe avec mon Kir Royal. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ouais, voilà. Et donc quand il utilise ça, rien ni personne n'est en mesure de l'arrêter, et surtout personne n'est en mesure de l'arrêter quand il a décidé de dérober quelque chose. C'est le principe, c'est le roi des voleurs, donc quand il a décidé de voler quelque chose, il y arrive forcément. Et donc d'une tour immense à un bateau fantôme, il est capable de voler les choses plus brillantes que les étoiles, et ça construit petit à petit sa légende, sachant que parfois en fait on se rend compte qu'il est censé voler quelque chose qui est, tu vois, en tant que lecteur est censé être un bijou, puis tu te rends compte qu'en fait dans l'histoire c'est une femme, ou tu vois, ou un personnage, tu vois. Donc il y a toujours un peu ce truc de mais qu'est-ce que c'est le truc qu'il veut dérober finalement? Est-ce que c'est une idée ou est-ce que c'est un vrai bien, quoi? Un peu comme les Get Bakers. Un peu. Ouais, mais à l'envers du coup. Ouais, c'est ça. Ils doivent ramener quelque chose. Oui. C'est ça, c'est des ennemis, tu vois. Un tiffer. Alors ça c'est pour le manga. L'auteur c'est un inconnu ou c'est un grand mangaka? Alors Yuichi Kamakura, né le 1er mai 1971, il est donc du signe du lion. Je sais pas si ça vous apporte quelque chose. Oui, il est connu. Oui. Il est né dans la préfecture de Ouais, je suis en train de meubler parce qu'en fait, il est pas connu du tout. Il a juste fait King of Bandit Jing, qui est sa seule série connue, qui a quand même été adaptée en série d'animation, donc c'est quand même quelque chose. Ok, l'auteur c'est pas ton dada, on a compris. Mais alors pourquoi t'avais envie de nous parler de King of Bandit Jing? Parce que je me souviens quand on a préparé cette émission, t'as dit ah ouais, moi j'en ai une, c'est ça. Ouais, parce qu'en fait moi c'est un manga qui m'a marqué à l'époque où je l'ai lu, parce que c'était vraiment un manga qui se démarquait par sa patte visuelle, surtout parce que c'est un manga qui a un parti pris graphique assez particulier, puis surtout dans le shonen c'était assez différent de ce que je lisais d'habitude. Puis il y avait vraiment une dimension conte onirique assez mystérieux, on comprenait pas trop le monde dans lequel voyageaient Jing et Kir, et en fait c'était structuré autour de petites intrigues autoconclusives. À chaque fois en fait t'avais comme des nouvelles, tu vois, il allait dans un monde, il volait un truc, puis et puis ça se finissait, puis après tu passais sur une autre histoire où il y avait vraiment aucun lien, en fait il y avait pas de continuité, ça pouvait très bien se passer avant, après on n'en savait rien, et en fait moi j'aimais bien ce truc, j'ai déjà dit ici que j'étais assez fan de nouvelles, et il y avait vraiment peut-être ça aussi dans cette série que j'aimais bien, et puis surtout ça offrait vraiment une vraie richesse au titre, toutes ces petites histoires mises bout à bout, alors que c'est quand même une série courte, tu vois, 7 tomes, et j'ai pourtant beaucoup de choses en mémoire qui me restent de ces 7 tomes seulement, quoi. Et ça te donnait pas envie d'avoir un fil conducteur, une grande aventure au milieu? Alors peut-être parce que justement je l'ai lu à une époque où je lisais beaucoup de shonen qui étaient dans cette
était structuré comme ça, et peut-être que du coup Jing ça se démarquait un petit peu de ça, c'était quelque chose de différent, et moi c'est ce qui me plaisait vraiment, quoi. Et c'est pas ce qui a fait que ça a peut-être moins marché? Bah je pense que du coup malheureusement ces qualités que j'ai décrites, à mon avis c'est ce qui en font ses faiblesses. C'est que je pense que pour l'époque en tout cas dans laquelle il est arrivé en France, c'était un shonen qui était beaucoup trop original, un peu trop barré graphiquement, et puis même dans les thématiques, puis narrativement c'était pas clair, quoi, tu vois, genre des fois tu comprenais pas vraiment ce qu'il faisait, ça manquait effectivement de fil rouge. Et puis je pense qu'en fait le héros qui était vraiment un héros qui était prétexte, tu sais, un peu comme Tintin qui est un héros un peu lisse, tu vois, Jing est peut-être un perso un peu lisse qui permettait juste de meubler autour des intrigues et des personnages secondaires qui apparaissaient. Peut-être que Jing il manquait un petit peu, on manquait peut-être un peu d'attachement pour ce perso, tu vois, c'est un truc. Et alors la vraie question c'est pourquoi tu veux sortir King of Bandit Jing de Bah précisément pour ce côté à part dans le paysage shonen, tu vois. Je pense que peut-être qu'à l'époque les gens étaient pas prêts pour lire ce genre de choses, mais aujourd'hui je trouve que c'est un titre qui correspond à quelque chose que les gens aiment lire aussi aujourd'hui, quelque chose un peu différent, un peu frais, tu vois, et ça reste frais, tu vois. Aujourd'hui c'est pas un truc qui est ringard même dans le dessin, parce que justement comme c'était très très spécifique graphiquement, aujourd'hui ça a encore une patte, quoi. Et puis surtout moi c'est un titre qui a beaucoup fait travailler mon imaginaire à l'époque, malgré ses faiblesses scénaristiques dont on parle, enfin ce manque de fil rouge et tout. Je trouve que justement ça, tu vois, tout le hors-champ, tout le manque, en fait, tu le nourris par ton propre imaginaire. Et moi, c'est ça que j'aimais vraiment beaucoup. Et puis, en fait, je suis vraiment, du coup, dommage que l'auteur ait rien fait derrière, parce que je pense qu'il avait vraiment un réel potentiel, un truc en plus. Et aujourd'hui, je le rapprocherais d'un Masato Issa pour ce côté un peu graphique, très graphique, mais un peu bordélique et pas forcément très clair. Mais on arrive à comprendre dans King of Bandit. Mais je pense que c'est quand même plus compréhensible que les mangas de Masato Issa, mais vraiment dans ce truc de... on a vraiment à faire à un auteur, quoi, avec un grand A qui propose quelque chose, un univers qui lui est propre, quoi. Est-ce qu'il y a un petit truc en plus avant de terminer sur King of Bandit? Bah moi le truc en plus c'était les noms des persos ou des territoires où ils vont, qui sont tous relatifs au champ lexical de l'alcool. Donc t'as Jing dédicace à Détective Conan, quoi. Ouais, c'est ça. Et Jing en fait c'est Gin Tonic. Son oiseau il s'appelle Kir. Bon bah ça je vais pas décrire. Leur attaque elle s'appelle Kir Royal, tu vois, y a rien de plus explicite. Mais après t'as plein de personnages que tu rencontres ou des royaumes qui vont visiter, comme t'as le royaume de Sangria, des trucs comme ça, et ça me faisait marrer moi à l'époque, et je trouvais que ça sonnait bien, et puis c'était rigolo. J'aime bien toujours les trucs qui jouent sur un champ lexical, ça me fait toujours marrer en fait, parce que du coup dès que tu vois un nom tu te dis ah attends, ça c'est rapport à quel alcool, j'essaye de deviner et tout, donc ça c'est rigolo, quoi. Bah Dragon Ball nous a vachement formé pour Dragon ça. Ball c'était carrément comme ça. King of Bandit Jin, donc c'était sorti aux éditions Pika en 2004. Aujourd'hui on peut encore le trouver, ou c'est mort? Bah il est en arrêt de com, donc il est pas trouvable en librairie standard, mais après on peut le trouver d'occasion à des prix très décents. En plus c'est une série courte. Alors après il y a souvent c'est le cas dans ce genre de série qui sont en arrêt de com, il y a les tomes qui ont été moins imprimés, ils sont plus chers parce que plus rares. Mais du coup, donc on va voir les derniers tomes, surtout le 7, il est un peu plus cher, mais du coup comme c'est une série courte et que les premiers sont pas chers du tout, en fait sur le lycée, sur l'ensemble de la série, ça revient à pas très cher, quoi. Et comme il y a pas de fil rouge. Bah oui, tu peux en fait acheter les 3 premiers, c'est pas très grave, quoi, en fait. Mais ça c'est ton truc. J'achète le tome 4. Mais non, mais c'est pas grave. Et puis il y a aussi la série animée. Alors, je crois que les DVD sont aussi trouvables d'occasion, donc s'il y a des amateurs d'animé, vous pouvez y aller là aussi. Tout est possible pour King of Bandit. Jin, Robin, tu vas garder la parole et tu vas être le messager de nos auditeurs et des internautes qui ont participé à cette... Bon, c'était pas un vrai sondage, c'était juste une question, c'est quels sont vos mangas oubliés à vous? On va en choisir un. Et celui qui a eu le plus de votes, celui qui a été cité le plus de fois, c'est Kekkaichi de Yellow Tanabe. Ouais, et c'est marrant parce que c'est limite une réponse que j'aurais pu anticiper, parce que c'est vrai que ça fait partie des mangas oubliés que nous on imaginait aussi, puis c'est marrant du coup de voir que c'est celui qui est ressorti le plus, quoi. Donc Kekkaichi, manga apparu chez Pika encore en 2006 en France, en 2004 au Japon. C'est un manga qui compte 35 tomes, donc c'est quand même une plus longue série que Jing pour le coup. Oh oui. C'était prépublié dans le Shonen Sunday de Shogakukan. Et en termes de vente, disons que c'est un manga qui s'est pas mal vendu au début, parce que je pense qu'il y avait un vrai truc qui plaisait aux lecteurs de l'époque dans ce genre-là. Ouais, mais c'était un vrai enjeu à l'époque. Voilà, il y avait un côté grosse sortie, quoi. C'est ça, ouais. Marketingement, il avait gagné des prix au Japon, et ils ont mis des trucs. Mais après, malheureusement, ça a bien marché au début, puis après, ça a un petit peu dégringolé. Donc voilà. Fairy Tail est arrivé. Ouais.
Il y a de ça aussi. De quoi parle Kekkaishi pour les gens qui n'en ont jamais entendu parler? Ouais, alors comme c'est votre choix, c'est pas le nôtre, on va pas avoir un résumé personnalisé, Robin, on va avoir un résumé officiel que je vais vous lire. Ça parle de Yoshimori Sumimura, beaucoup de syllabes, et sa voisine Tokine Yukimura sont collégiens la journée et chasseurs d'êtres surnaturels la nuit. Une rivalité ancestrale déchire leur famille, illustrée par la guerre incessante que se livrent le grand-père Yoshimori et la grand-mère Yukimura, toujours prêts à en découdre dès qu'ils se croisent dans le jardin de leur maison adjacente. Une énergie que Yoshimori, du haut de ses 14 ans, a bien du mal à trouver entre ses études et ses courses-poursuites nocturnes. Surtout qu'en face de lui, Tokine, 16 ans, lui impose un rythme sévère, parce qu'elle est plus douée que lui. Elle fait pencher la balance du nombre d'esprits capturés en faveur de sa famille, ce qui ne plaît pas beaucoup, évidemment, à l'aïeul Sumimura. Vous avez suivi ? On a suivi. Le vieux, il est relou. Voilà. Yoshimori se fait toutefois une promesse, celle de devenir plus fort, non pas pour être le meilleur, mais pour protéger Tokine, sa rivale, mais aussi son ami qu'il considère finalement un peu comme une grande sœur. Oh, puis il l'aime. Bah oui, voilà, on sait bien C'est qu'en fait, évident. il l'aime. Il leur faudra de toute façon conjuguer leurs efforts pour faire face à certaines entités surnaturelles particulièrement puissantes. En mélange entre Roméo et Juliette, Demon Slayer et Naruto. Oui, voilà, c'est ça. En fait, t'as deux familles rivales, des êtres surnaturels, des chasses de démons, des pouvoirs. En fait, il y a tout. C'est vraiment. Est-ce que tu peux nous parler de l'auteur de Kekkaishi? Qui est cette mangaka? Ouais, donc Hielo Tanabe, elle fait partie de la vague de mangaka femmes qui a réussi à percer dans le shonen à une époque où c'était pas forcément si courant. Depuis, on l'a vu revenir en France avec un one-shot publié chez Shiba Edition, Laughter in the End of the World. Ouais, que je vous conseille d'ailleurs. C'est un petit éditeur qui fait beaucoup d'efforts, qui travaille, qui est basé en Belgique, Shiba Edition, et pour se lancer, il avait choisi un manga qu'il a pu acheter, parce que c'est pas les éditeurs japonais ne laissent pas n'importe qui acheter des mangas, donc on lui a dit tiens, bah ok, prends ce one shot, personne ne le veut, et débrouille-toi. Ouais. Et du coup voilà, c'était Laughter in the End of the World qui vaut vachement le coup quand on a aimé Kekkaishi. Je vous conseille fortement aussi ce one shot de Shiba Edition. Et elle a aussi fait Birdman chez Vega, que moi j'ai pas lu mais qui m'attirait bien, que je lirais, je pense. Et on en a parlé dont déjà. surtout Cagnard nous avait parlé ici dans l'émission. Tiens, autre chose sur Vega, là on n'a plus trop de nouvelles en ce moment, mais ça va revenir, et je peux rien vous dire pour l'instant, mais alors, mais ça va revenir. Tu nous c'est parles un alors. effet d'annonce, mon gars. Merci. C'est un effet d'annonce. C'est du marketing. Restez là, on aura des vous trucs allez sur Vega. entendre parler de Vega, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. L'étoile arrivera. Je te laisse finir, Robin, excuse-moi. Et donc Hielo Tanabe a aussi été l'assistante du célèbre Mitsuru Adachi, ce qui fait d'elle une mangaka qui a quand même été à très bonne école. Très clairement. Et elle a gagné des prix. Elle a gagné. Bah oui, mais après souvent, tu sais, quand tu publies, t'as quand même gagné des prix. C'est rare que Pas t'aies publié toujours. sans. Ouais, c'est plus rare. Non, tu peux arriver deuxième, troisième, Ouais, puis sans tu peux gagner la première place. Après, tu peux Elle a gagner vraiment des gagné petits le prix, et puis elle a gagné des plus grands prix. Ouais. Je suis d'accord. Pourquoi c'est bien Kekkaishi? Pourquoi les auditeurs ont voté pour ce titre et nous l'ont dit? Bah parce que donné. comme dans le résumé que je vous ai fait, je pense qu'il y a tous les ingrédients pour en faire un excellent manga. Un fan de Naruto par exemple, il devrait pas avoir de problème à aimer Kekkaishi. Et en fait c'est un vrai pur shonen, mais qui en même temps brise les codes du genre et il les suit en même temps. Tu vois, c'est un truc qui est vraiment très qui correspond à ce que les lecteurs d'aujourd'hui aiment, je pense. Tu vois. Ouais, il aurait fallu le sortir aujourd'hui ou. Ouais, et je pourtant pense. ça a été un carton au Japon. Hein. Ouais, mais je pense que en même temps, ça me semble pas si étonnant que ce soit une mangaka femme qui soit à l'origine de Kekkaishi. On en discutait un petit peu avant, mais je rapproche, je sais pas pourquoi, en termes d'ambiance, à un Demon Slayer, tu vois, ou même un Full Metal, hein, pourquoi pas, tu vois. Et c'est ce qui sont des shonen qui sont à la fois t'as ce que tu veux y trouver dans un shonen et en même temps des trucs qui te surprennent dans pas mal d'aspects, quoi. Et pourquoi ça serait oublié? C'est quoi les théories? Bah peut-être parce que c'est juste sorti, c'est souvent le cas des mangas oubliés malheureusement, mais c'est sorti au mauvais moment, tu vois. Peut-être c'était trop je sais pas, trop un peu entre deux, un moment où on avait envie de shonen qu'on connaissait bien, et puis voilà, il fait partie de ces titres qui, malgré une résonance internationale et un animé surtout, ont jamais réussi à prendre en France, quoi. Donc peut-être que les enjeux et l'ambition du héros mettent un peu de temps à se mettre en place, peut-être que les premiers tomes sont peut-être un peu trop faibles, peut-être que le côté début de shonen avec des petites intrigues courtes légères prend peut-être trop de temps dans celui-là, et va peut-être pas assez dans le vif du sujet tout de suite, quoi. Après il y a 35 tomes quand même, hein, donc c'est une série déjà au Japon, tu sais que c'était un carton, quoi. Ouais, mais clairement, si les tomes 1, 2, 3, 4 ils t'emmènent pas,
Ouais. Tu te dis pas, je vais attendre jusqu'au tome 10 pour que ça soit bien. T'as peut-être un côté trop ras de main à demi au début, tu vois, c'est trop des histoires de romance, de trucs, ou d'humour et tout. Ouais, et puis au début, il y a des. C'est autoconclusif, non donc mais c'est des tout petits arcs, quoi. Ouais, le fil rouge, il se met pas en place, il se met pas en place d'emblée. Pourquoi, à ton avis, ils ont voulu le sortir de l'oubli? Et pourquoi nous, d'ailleurs, est-ce qu'on peut se mettre dedans? Bah, parce que c'est vraiment un excellent shonen au long cours. C'est vraiment, contrairement à Jing dont je parlais juste avant, là on a vraiment affaire à un vrai shonen fleuve qui est fait dans les règles de l'art, qui est original en même temps, qui est bien dessiné, avec des pouvoirs, des persos cool et tout, et vraiment c'est un truc à justement réhabiliter aujourd'hui, parce qu'il a été injustement oublié, je pense. Alors, avant juste de finir sur Kekkaichi et d'enchaîner sur le premier manga de Johnny, je le vois trépigner d'impatience, c'est quoi le petit truc en plus? Qu'est-ce qu'on va retenir de Kekkaichi s'il y avait juste un petit truc? Bah, moi c'est marrant parce que c'est le truc qui m'est revenu à l'esprit tout de suite quand j'ai vu le nom apparaître dans les commentaires et tout. C'est vraiment le pouvoir que les héros ont, ces espèces de champs de force en forme de cube et tout. Je me rappelle qu'à l'époque je trouvais ça super, à la fois super cool et super original, quoi. Ce genre de pouvoir qui permet plein de choses, puis en même temps graphiquement c'est un peu bizarre de voir ça dans un shonen comme ça. C'était assez marrant. Ben, ça fait partie aussi d'un de mes mangas. Donc t'as encore volé un truc après Otogi Matsuri. Moi aussi je l'ai, ce pouvoir dans Alive. Kekkaichi de Yellow Tanabe, c'était sorti en 2006 chez Pika. On peut encore le trouver ou pas? Bah, il y a une intégrale qu'on peut voir passer, mais si vous cherchez d'occasion, vous pouvez trouver des intégrales dans les ordres de 350€, donc ça fait quasi c'est du 10€ par tome, donc c'est un peu cher. C'est un peu chéro, donc peut-être qu'il faut un peu se motiver et chercher le manga, soit en bouquiniste, soit du tome à tome, quoi. Ouais, ce genre de longues recherches qui mettent 2-3 ans à. Voilà, bon après, vous avez bien. Après, tu sais, c'est des trucs, moi j'aime bien me balader dans les bouquinistes et tu sais, genre. Je veux mon Kekkaichi. Ouais, ou alors tu le cherches pas, à un moment t'as oublié, tu vois, et là tu le vois et tu fais. Mais oui. Ok, pour 6 tomes, mais là le t'en as 35. problème de ça, c'est que tu risques d'acheter 2 fois le même tome aussi parce que t'as oublié un peu où t'en étais. Mais... Ah, ma collection de Kenshin. Je me suis rendu compte là que j'avais genre 7 tomes en double. Bravo. Ça n'a aucun sens. Mais tu sais, je m'amusais à racheter les premières éditions de Kenshin. Parce que maintenant il y a la Deluxe, les tomes simples se vendent plus vraiment. La Perfect. Donc du coup, je les trouve à 1, 2, 3€ grand max, quoi. Et quand je les vois, je les reprends. Il y avait pas de jaquette encore, parce que moi j'ai ma collection de Kenshin, j'ai les deux. J'ai une partie sans jaquette, puis après avec jaquette. Mais j'ai tout mélangé parce que j'aime bien en plus comme ça. J'aime bien le fait qu'elle soit moche. Moi aussi, ça va bien avec Kenshin. Moi aussi, j'aime bien. Oh, mais où? Calme. Johnny, quel est ton premier manga oublié? Eh ben, ça sera Slayers Night of Aqualord. Quel accent. Donc on voit que t'as vécu à Londres quelques mois. Ouais, pendant 10 mois. La classe, les gars. Stylé, mec. Non, alors c'est l'auteur, dessinateur Tomi Otsuka et scénariste Hajime Kanzaka. C'était sorti chez Kiun en 2008 et 2003 au Japon, mais après il faut savoir que c'est une série qui est adaptée d'une saga de romans qui date des années 90. Donc 2003 en vrai c'est plus ou moins récent, mais c'est beaucoup plus vieux en termes de série. 6 tomes comptabilisés, c'était prépublié dans le Monthly Dragon Age de Kadokawa Shoten et c'est sorti du coup 2008 chez Kiun, j'ai dit, et ça a quand même convaincu 2000 fans à sa sortie, ce qui est assez énorme parce que Kiun existait depuis à peine 2-3 ans. Et quand t'arrives sur le marché comme ça en tant qu'éditeur, en plus Slayer c'était très très japonais pour le coup, 2000, moi je trouve ça assez énorme. Ah, je sais pas, parce que ouais, c'est pas mal 2000, mais des mangas rentables en France, on dit que c'est plus ou moins t'en vends 3000, l'éditeur est content, toi. Ouais, ça peut, et là, pour moi, 2000, même l'être à 1005, après tout dépend, ça dépend de tellement de choses que après toi Slayer a un truc vraiment mais Slayer c'était connu déjà. Oui, mais c'était connu, c'était moins connu, mais c'était très japonais, c'était célèbre. Ouais, la licence était célèbre. La licence était célèbre mondialement ou japonais, mais en France, moi, franchement, je regarde autour de moi, il y a que moi qui connaissais. Ouais, mais c'est parce que c'est des bolos tes amis. Ouais, peut-être. Après, c'était l'époque, j'étais en campagne avec des vaches. En tout cas, oui, si tes amis c'était des vaches, forcément, c'était compliqué. En tout cas, malheureusement pour vous, c'est en arrêt de commercialisation. Bien et entendu. de quoi ça parle? Quelle est l'histoire du manga Slayers? Est-ce que c'est la même que l'animé?
Bah alors, il faut déjà remettre dans le contexte. Donc, comme je vous ai dit, c'était une série de romans d'heroic fantasy à succès, vraiment, vraiment connu au Japon. Il y a eu de nombreux animes, de nombreux mangas avant. Et là, Ki-hoon a décidé de sortir Slayers Night of Aquarlord. Je vais vous faire le pitch, mais c'est un pitch qu'on peut faire pour n'importe quelle série ou n'importe quel roman, on va dire, d'heroic fantasy de Slayers. En gros, on a la plus célèbre et la plus puissante des magiciennes, Lina Inverse, avec son ami guerrier Gaori, qui parcourt le monde. Alors je dis Gaori parce que j'écoutais aussi les animes et à chaque fois il prononçait Gaori comme ça. Ah, moi j'ai toujours dit Gouri quand même. Non, Gaori c'est mieux. Et en gros, il parcourt le monde à la recherche de trésors les plus convoités. Donc c'est un monde d'heroic fantasy, ils vont à l'aventure et ils prennent des trésors. Là pour le manga, il y a un petit truc en plus, on va dire, c'est en gros ils sont à la recherche de la légendaire canine du roi démon. Et ils vont se retrouver séparés, enfin Gaori et Lina vont se retrouver séparés et ils vont échouer dans un pays mystérieux où, bizarrement, Lina Inverse sa magie n'a plus d'effet, pardon. Et oui, alors que c'est la magicienne la plus puissante, elle peut lancer des super sorts, et ben là, plus de magie. Alors que Eguri d'habitude sert à rien, et alors là Eguri, il a une grosse épée, et puis il tape quoi. Est-ce que tu peux nous parler des auteurs? Parce qu'il y a effectivement l'auteur original des romans qui est sur le manga, mais qui est ce dessinateur? Pour le coup, je savais pas en 2008 qui c'était, mais maintenant ça me donne une idée. C'est Tomi Otsuka, donc il a fait Okud chez Doki Doki. Ah oui, très bien. Donc ça reste médiéval, donc c'est un peu son domaine. Et alors là, par contre, c'est pas son domaine du tout, c'est le magicien d'Oz en dessin chez Nobi Nobi. Là, je m'y attendais pas. Manga de commande, le mec c'est bien dessiné, le mec est bon, donc voilà, il performe quoi. Après, le scénariste, il est surtout connu pour Slayers. Il a fait 25 nouvelles d'heroic fantasy. Il a fait une trame d'histoire pour Lost Universe. C'est en gros un univers parallèle à Slayers. Excellent, Lost Universe. Et après, il a fait des trucs des trucs en science-fiction et en fantastique. Voilà, pas connu en France forcément, mais très connu au Japon, moins en France, c'est sûr. Et alors j'ai une question, parce que Slayers, c'était intéressant parce que l'animé Slayers, en tout cas quand on l'a vu arriver en France, c'était la première fois que on pouvait se moquer et rire de la fantasy. Tu sais, avant Slayers, au Japon ou dans le monde entier, de toute façon, la fantasy c'était quelque chose de sérieux. Oh, la fantasy c'est sérieux, vous ne passerez pas. Est-ce que le manga c'est pareil? Est-ce qu'il nous fait rire aussi? Alors pour le coup, le manga c'est pareil. Moi je pense que, d'ailleurs c'est un truc que je dis pratiquement tout le temps, mais dans les mangas oubliés que j'aime bien, c'est vraiment l'humour. L'humour est assez délirant. Il y a le monde d'Heroic Fantasy, bien sûr, qui est super cool. Il y a de la magie, de l'aventure. Mais là, plus qu'autre chose, il y a un humour particulier. Effectivement, en anime, ça ressort plus qu'en manga, mais quand tu vois les deux, franchement, t'es assez bidonné. Après, j'ai peut-être mon souvenir d'enfance, je sais pas. Faudrait que je pense que j'ai envie de relire aujourd'hui pour voir si ça me fait rire. Mais c'est pas... Il y a du fan service vite fait, mais tu vois, Lina Inverse par exemple, elle a pas de gros seins. L'héroïne, elle a pas de gros seins. D'ailleurs, on le dit souvent dans l'anime, elle est plate comme une limande. Et j'ai appris ce mot d'ailleurs à ce moment-là parce que je ne savais pas ce qu'était une limande. Et du coup, quand on recherche, on voit que vraiment c'est comme une sole finalement. Mais dans la traduction de l'anime, ils ont choisi une plate comme une limande. Et voilà. Moi j'aime bien l'humour, la magie. C'est très bon à Meunière avec un peu de farine et tout, la limande. Une petite sauce au beurre là. Oh ouais, tout à fait. Avec un tout petit peu d'estragon. Délicieux. Pourquoi c'est oublié? Pourquoi on a oublié Slayers? On n'a pas oublié Slayers. Pourquoi le manga est en arrêt? Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas sûr que ça soit un jour sorti de l'oubli. Parce que moi je te dis, autant au Japon Slayers c'est assez anthologique dans le monde de l'heroic fantasy, autant en France je suis pas sûr que ça ait percé un jour. Après tu me dis le contraire en disant que c'était plus ou moins connu et entre guillemets attendu, mais il faut savoir, donc Ki-hoon c'était ses premières années, c'était l'époque de Reset, de Role Playing Girl, un leader qui se lance. Ok, Après, c'était pas leur tout premier manga non plus, tu vois. Non, c'est pas leur premier, mais c'est vrai que moi je l'ai acheté sans regarder le leader. À l'époque, je regardais pas les éditeurs, je m'en foutais. Et je regardais juste par rapport à mes passions. Role Playing Girl, ça me faisait marrer parce que je jouais à des RPG. Et après, j'ai vu Slayers, pareil, c'était l'Heroic Fantasy. J'ai fait, ouais, c'est trop cool. Et après, j'ai surtout connu grâce aux animes. Effectivement. Alors j'ai une petite histoire là-dessus, c'est que j'avais acheté les 3 OAV en cassette avec ma mère et franchement mammouth. Et à l'époque je me suis dit ouais vas-y, je veux trop des OAV, elle me donne 45 francs, vas-y, qu'est-ce que je fais? Et en vrai je connaissais pas, j'ai juste vu une meuf qui avait des gros seins et qui était à moitié à poil, j'ai fait ouais je veux ça. Et là ma mère a fait t'es sûr, tu connais? Je fais ouais je connais bien, et je connaissais pas du tout, mais du coup je l'ai acheté et c'était bien marrant. Et là j'ai découvert le vrai héroïque, entre guillemets, enfin
C'était mon premier, je pense, ma première série d'Heroic Fantasy. Mais attends, je connaissais pas trop avant. T'as dit qu'il y avait une meuf à gros seins sur la jaquette, mais qu'elle était plate comme une limande, je comprends pas. Non, alors justement, alors ça, c'est un personnage qui n'existe que dans les animés. C'est Naga pour le serpent. attirer le chaland, ça, c'est sa rivale, entre guillemets, en termes de magicienne. Parfois, on se dit, mais pourquoi ces auteurs continuent à mettre des filles avec des seins énormes sur. Pour que des gens comme Joe oui, mais là, les achètent dans les mammouths. Non, mais on a la réponse, quoi. Mais pour le coup, là, c'est vraiment une caricature parce que ces trucs, c'est un peu des melons. Tu sais que ça n'existe pas en vrai, tu fais ça parce que c'est rigolo. Et je me suis dit, mais à 15 ans, ça t'a convaincu. Cette série, elle doit être marrante. En tout cas, je pense que c'est oublié parce que tout simplement, c'est vieux. En vrai, c'est vieux. Alors pourquoi on le sort de l'oubli ? Si c'est vieux, que ça aille mourir dans son coin. C'est ça. Mais parce que c'est un culte de l'Heroic Fantasy. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que pour moi, c'est vraiment le premier manga d'Heroic Fantasy pur et dur que j'ai lu. Même pas que en manga. Hein. Je veux dire, j'étais pas un grand lecteur de livres petits. Et honnêtement, je pense que Slayer, c'est ma première entrée dans l'Heroic Fantasy. J'ai pas été déçu parce que c'est du pur kiff de magie, de l'aventure. Et l'humour, comme j'ai dit, c'est assez déjanté. Donc moi, je suis assez content. Alors, avant de terminer sur Slayers Knights of Aqualords de Tomio Tsuka et Hajime Kanzaka, est-ce que t'as un tout petit truc ? Le truc en plus, c'est plutôt le truc en moins. C'est-à-dire que c'est pas un truc moderne. Donc il faut enlever la modernité, c'est du manga old school, c'est à l'ancienne, quoi. C'est du pur plaisir. Et moi en fait, j'ai relu là un petit peu, j'ai revu les pages. Et c'est vraiment du old school comme on aime. C'est pas, tu vas pas voir un trait où tu sais que c'est fait à l'ordinateur. Enfin, c'est pas du Gantz par exemple. Ouais. Gantz c'est fait numériquement. Là, tu vois du old school, tu vois du dessiné, tu fais ouais, c'est beau quand même. Les mecs ils sont forts. Slayers, c'était aux éditions Kiun. C'est en arrêt comme aujourd'hui, mais est-ce qu'on peut encore le trouver ? Ouais, j'ai cherché un peu. On trouve des tomes abordables entre 7€ et 16€. Il y a toujours des petits rigolos qui mettent des tomes à 50€. Le pire que j'ai vu, c'est qu'il y a une intégrale collector quand même de 6 tomes qui était à 200€. Voilà. Mais tu sais que parfois, c'est des algorithmes qui placent les prix. C'est pas des humains qui se disent je vais mettre ça à 3000€. Oui, il y en a aussi qui des font en fonction de ce qui existe. Mais là, le mec, je pense pas que c'est un algorithme parce que le mec a mis coffret collector Slayers. Allez, je le vends à 195€. Il a mis ça dans la description. Après, moi, le fait de le présenter, ça m'a bien chauffé pour faire toute la série et notamment les romans. J'ai vu qu'il y en a qui avaient traduit et je pense que je vais même faire une demande à Kiun pour qu'il sorte les romans. Et puis ressortir ta vieille VHS. Mais parce qu'en vrai, il y avait les 3 OAV, mais après, il y avait 3 saisons que j'avais achetées chez Manga Distribution et j'ai découvert qu'il y avait une 4e saison que je n'ai pas vue d'ailleurs. Il faut vraiment que je m'y mette. Donc voilà. Qui a été fait un petit peu plus tard et ça a même changé de réalisation. Ouais, pour cette dernière. Je vais les lire. Je vais les voir. Eh bien, tu vas continuer à parler parce que tu t'occupes aussi du manga suivant. C'est aussi un de tes choix. Manga de science-fiction qu'est-ce qu'on comment on le classe hein. Franchement, je sais pas comment le classer. Et d'ailleurs, c'est ma première partie, genre de quoi ça parle. Mais c'est rien que pour cette première question, j'ai hésité à prendre ce titre. Bon, alors on va dire de quoi il s'agit. Non, mais je vais faire une fiche Alive technique. Last Evolution. Fiche technique. Ouais, vas-y Johnny. Fiche technique tranquille. Alors duo de dessinateurs Adachi Toka avec un scénariste Tadashi Kawashima. Ça a été publié chez Pika Édition en 2008, mais ça existait au Japon depuis le 2003. C'est fini en 21 tomes et prépublié dans le Monthly Shonen Magazine, donc de Kodansha. Donc malheureusement à la sortie du tome 21, donc le dernier, il y avait moins de 1000 lecteurs qui suivaient la série. 1000 lecteurs, sur 21 tomes, ouais. Non, mais c'est quand pas t'es mal. À moins de 1000 au tome 21, ça. Oui, mais c'est normal, ça dégraisse toujours au bout d'un moment. Mais, ouais, mais là, ça sentait le sapin quand même. Ouais. Comme vous vous en doutez, c'est en arrêt de commercialisation. Voilà. De quoi parle Live Last Evolution ? C'est quoi le sujet ? Franchement, comme je disais, c'est super dur à pitcher. C'est méga compliqué de faire un résumé sur cette série. Encore plus de vous donner envie de lire la série en 1 minute de pitch. Mais en gros, je vais essayer. Fais court, vas-y. Alors, pour faire court et pour pas vous donner envie. Il y a une vague de suicides sans précédent qui a frappé le Japon et le monde entier. Finalement, ils vont découvrir ça très vite à la télé parce qu'ils avaient quand même la télé. Et cela semble être dû à un virus du suicide. Mais personne ne sait d'où il vient. En gros, les personnes qui sont frappées par le virus, ils ont envie de se suicider et ils le font. Et ceux qui sont frappés par le virus mais qui ne se suicident pas, ils vont se découvrir des pouvoirs surnaturels, pas forcément des pouvoirs très classe hein. Autant il y en a certains qui ont la maîtrise du feu, mais d'autres qui ont juste le pouvoir de tuer des gens en leur imposant un pacte avec la mort, ou encore créer des cubes invisibles. C'est pas mal comme ah oui. Ouais, mais c'est pas voilà, sur le papier il y a un petit côté de Jagan. Il y a
Non, parce sur que le Jagan, papier, tu vois. Jagan, t'as ta frustration. Ouais, si, sur le papier, un côté Jagan, effectivement. Et il y a aussi le pouvoir de créer des cubes invisibles comme dans Kakashi. Ah oui, du coup, tout se recouvre. Exactement. Qui sont ces auteurs alors? Adachi Toka et Tadashi Kawashima. Alors, dessinateur, c'est un duo de dessinateurs Adachi Toka qui est très connu parce qu'ils ont fait les deux. Ah mince, je ne savais pas. Merci Maxime pour cette info. Elles sont très connues en France parce qu'elles dessinent actuellement Noragami. Elles dessinent Noragami, qui est toujours en cours de parution, 22 tomes au Japon et depuis 2010 d'ailleurs au Japon à la suite de Live, et sorti en France chez Pika toujours. Le scénariste par contre, Tadashi Kawashima, il est seulement connu pour Live et malheureusement, anecdote un peu émouvante, il est mort d'un cancer du foie. En juin 2010 et il a fini son manga en février 2010, donc c'est vraiment, il a fini à l'hôpital ses dernières planches de chapitre, et donc merci quand même d'avoir ça se ressent aussi sur la fin du manga, qu'il y a eu une sorte de changement de direction, enfin que c'était plus exactement pareil, et en vrai d'une certaine manière, je pense qu'il a voulu donner de la joie à la fin de cette sans spoiler bien entendu. Je vais vous dire quand même que c'est un happy end, comme ça peut-être que vous aurez envie de lire la fin. Mais on sent qu'il était content de le finir et il voulait transmettre de la joie et pas dire voilà, je suis mort, allez-y, le suicide. Voilà quoi. Ok, tu viens de nous mettre du bon au cœur là. Ouais, c'est bien. Merci. Pourquoi c'était si bien que ça alors, Live? Pourquoi t'as décidé d'en parler? En vrai, je sais pas trop pourquoi. mais en fait, pour moi, c'est un de mes premiers seinen, entre guillemets seinen, parce que j'ai lu dans ma vie, parce que ça m'a fait réfléchir un peu plus que le classique shonen Netketsu. Oui, parce que c'était quand même publié dans le Shonen Magazine. Oui, je dis entre guillemets seinen, car en France, c'était catégorisé en seinen, et pour le coup, je le comprends totalement. Le tome 1, il y a du suicide, il y a des trucs, des sujets assez lourds, il y a des brimades, etc. Et d'ailleurs, j'étais assez surpris d'apprendre que c'était un shonen au Japon. Parce que clairement, pour moi, dans ma tête, quand je l'ai lu, j'ai fait c'est un seinen, ouais, c'est normal, c'est des sujets très durs. Et au Japon, non, c'est un shonen. Et bref, par là, en tout cas, par la suite, j'ai découvert que c'était un truc. Ça devient pas que du seinen avec des sujets super durs. Il y a du tournoi, il y a des combats, il y a de l'aventure, il y a des pouvoirs. Et pourquoi c'est bien? C'est surtout parce que c'est pas un shonen classique. Autant au niveau des sujets abordés que du charisme des personnages. On n'a pas un héros qui veut devenir le plus fort du monde ou sauver des gentilles personnes opprimées. On a affaire plutôt à un esprit compliqué qui se dit que ça serait mieux de mourir plutôt que de continuer à vivre dans son monde où il ressent un vide, un manque. Et c'est pareil c'est la même chose que tu disais. On a un mélange de shonen classique mais shonen original. Avec un tout petit côté dépressif, quoi. Dépressif, fantastique, horreur. Il y a des gens qui se suicident, quoi. Non, mais après, c'est le virus du suicide. Donc, le mec, il ressent un vide, il sait pas pourquoi. Et quand il voit les gens qui se suicident et qui arrivent à mourir, il se fait ah ouais, ils ont de la chance. Et là, après, c'est aussi le sujet du manga. Est-ce que ça serait pas ce côté-là qui fait qu'il a moins marché et qu'on l'a oublié aujourd'hui? En fait, c'est triste à dire, mais pour moi, il y a plusieurs raisons. Il y a peut-être aussi le sujet qui était dur à aborder, mais il y a aussi le fait qu'on l'ait catégorisé en seinen. Et en vrai, en France, quand tu catégorises un manga autre que shonen, forcément, ton lectorat, il sera peut-être moins grand de base. Parce qu'on t'a pas mis en shonen, de base, tu seras ciblé avec moins de personnes. C'est peut-être aussi le fait que c'était pas une aventure avec des potes pour découvrir le monde qui t'entoure, que c'était pas un shonen Netketsu classique. Après, il y a autre chose qui a joué, c'est que le scénariste est mort au tome 13 en France. Et là, le rythme de publication, il a changé. Il est passé de 2 mois à 4 ou 5 mois, voire 1 an pour certains tomes. Et en France, quand tu fais ça, les lecteurs français de manga, ils aiment pas attendre. Ils ont pas du temps pour. Ouais, mais il y a des raisons à ça. Il y a des raisons comptables et économiques. Oui, ça. Après ils se disent. À partir du moment où un manga ne se vend pas forcément beaucoup, se vend plus, tu étales. Ouais, t'es obligé de les étaler pour limiter les pertes. En termes d'exercice comptable, enfin voilà. Après, pourquoi s'oublier? C'est vrai que c'est pas un shonen classique, c'est pas du Fairy Tail, c'est pas du One Piece, et il faut peut-être plus réfléchir que d'autres, on va dire. Et pourquoi on le sort de l'oubli alors justement, c'est le moment? Parce que c'est bien, c'est dur, c'est dur mais c'est bien. Et moi, comme j'ai dit plus haut, c'est assez original et c'est pas une ribambelle de personnages clichés. Et je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est habitué au shonen, quand il va lire ce titre, il aura une bonne surprise parce que c'est pas classique. En un mot, si je te demande un truc en plus. L'originalité pour le coup.
Alive Last Evolution, c'était édité chez Pika, c'est en arrêt de commercialisation. Est-ce qu'on peut encore le trouver? Ouais, là, en vrai, personne le veut. J'ai vu les premiers tomes à 90 centimes. Je me dis, c'est la première fois que je vois un manga oublié qui a si peu de. Enfin, ça coûte si peu. Et après, on a la chance d'avoir la version numérique qui est disponible sur Kindle pour 4,49€ pour tous les tomes. Donc, ça peut être. Chaque tome coûte 4,49€. Ouais, ça, c'est donc, cool. au moins, c'est assez pratique. Ouais. Et honnêtement, c'est un titre qui. Moi, ça m'a marqué. Pour le coup, ce titre, et à chaque fois que j'en parle à quelqu'un qui l'a lu, il fait « T'as vu, hein, toi aussi ?» Et je fais « Ouais, je comprends pas pourquoi les gens ne le lisent pas. » Pour le coup, Alive Last Evolution, c'est vraiment le manga oublié que les gens devraient lire. Bah, dirigez-vous vers le numérique alors, allez-y, foncez. La suite de ces mangas oubliés, c'est avec toi, Robin, et c'est avec un manga qui s'appelle Higanjima, l'île des vampires. Higanjima, l'île des vampires, oui, tout à fait. Manga de Koji Matsumoto, paru chez Soleil Manga en 2005 en France. C'était paru dès 2003 au Japon, donc c'était une publication assez proche entre les deux pays. Série de 33 tomes, donc grosse série quand même. C'était prépublié dans le Young Magazine de Kodansha et en termes de vente, je pense que la série a marchouillé, mais on est sur quelques centaines d'exemplaires vendus l'an dernier, donc c'est pas non plus. Et c'est pas arrêté, du coup, c'est toujours commercialisé. Alors par contre, contrairement aux autres séries, c'est que c'est toujours commercialisé. Ouais. On peut le trouver. Donc ça s'est fini il y a pas si longtemps que ça. En vrai. Mais oui, c'est ça qui est dingue. De quoi parle Higanjima? Alors Higanjima, l'île des vampires, comme son nom l'indique, ça parle d'une île où il y a des vampires. Donc c'est Higanjima. Okay. Ils ont bien trouvé le titre du coup. C'est un petit îlot désert un peu caché, une espèce de communauté un peu cachée où en fait il y a ils envoient des femmes des très jolies filles sur le continent pour attirer en fait des humains sur l'île, et en fait après ils se font dévorer par les monstres qui sont restés sur l'île, et en fait on suit le parcours du jeune Aki, un jeune étudiant qui va rejoindre cette île parce qu'en fait il a appris que son grand frère y était allé et il a disparu depuis, et il veut savoir ce qui lui est arrivé, quoi. Ok, donc c'est pas un vampire le héros n'est pas un vampire. Alors après, je sais plus s'il le devient, parce que bon, sur les 33 tomes, peut-être qu'à un moment donné il le devient, mais en tout cas au début il y va vraiment pour retrouver son frère, quoi. Avant d'aller plus loin sur le manga, c'est qui cet auteur? Qui est Koji Matsumoto? Alors Koji Matsumoto, il est principalement connu pour Higanjima, mais bon, faut dire que c'est une série qui est un gros carton au Japon, qui a eu plusieurs saisons, une adaptation en film live et tout, donc en fait je pense qu'il est encore dessus. C'est juste que nous en France on ne connaît que la saison 1 de Higanjima, mais en fait ça continue encore là-bas, quoi. D'accord, oui, donc il bouffe grâce aux vampires, quoi. Bah c'est ça, il bouffe grâce aux vampires. D'accord. Pourquoi Higanjima c'est si bien? Pourquoi on ne connaît pas? Parce que c'est un des plus grands best-sellers d'horreur traduit en temps réel avec le Japon, qui régénère le mythe des vampires en nous offrant un suspense organique et haletant. Bon, ça c'est le message de l'éditeur, hein, mais en fait moi j'ai trouvé sur tout ça violent, glauque, malsain, et c'était un bon truc bien cathartique quand j'étais ado, tu vois. Je me rappelle d'ailleurs, c'était je l'empruntais à un pote qui était assez peu lecteur de manga, mais dans sa collection il avait 2 mangas, il avait Higanjima et Step Up Love Story, donc du cul et des D'accord. Du cul et des histoires de vampires, donc du cul et de la violence. C'était très ado, quoi. Et en fait il y avait un truc, je sais pas, dans cette série c'était super glauque et tout, mais super addictif. T'as commencé par quel tome? De Higanjima? Non, Higanjima j'ai commencé au début, ça va. Step Up tu peux prendre au milieu, ça va. Oui, ça. Oh et oh, c'est un peu dégueulasse ce que t'as dit. Pourquoi à ton avis on a oublié Higanjima? Pourquoi alors que c'est toujours commercialisé, personne n'en parle jamais? Je pense que c'est vraiment le dessin qui rebute, qui est quand même qui joue sur le côté malsain, tu vois. Alors après il y a les designs de monstres et tout, mais bon, c'est pas virtuose à la Berserk, quoi. C'est vraiment un dessin qui est quand même très très rebutant, quoi, qui fait un peu pas peur, mais qui dégoûte un peu, quoi. Et je pense que c'est vraiment ça, quoi. C'est un truc qui était peut-être pas assez graphique ou pas assez beau pour ce type, parce que c'est quand même du seinen, c'est pour un lectorat un peu avisé qui aime bien les trucs graphiques, quoi. Donc peut-être que le dessin était pas. Les publics français aiment bien quand même quand il y a un peu un graphisme un peu léché. C'est ça. Après je pense que c'est aussi que c'est une série qui est longue, tu vois. 33 tomes, c'est quand même une série longue qui a été publiée, tu vois, depuis 2005. Elle a été finie il y a quelques années, donc en fait elle s'est quand même étirée sur la longueur. Et puis en fait, en vrai, il n'y a pas de réelle fin, parce que la fin de la série qu'on a en France, c'est une ouverture vers une prochaine saison, mais que nous on n'aura probablement jamais, compte tenu des ventes
cette saison, quoi. Mais du coup, pourquoi on le sortirait de l'oubli? Est-ce que ça vaut le coup? Pour avoir la saison 2. Bah parce que c'est un bon gros seinen d'horreur, c'est super addictif comme je disais, super prenant, il y a un vrai sens du récit fleuve, tu vois, c'est vraiment addictif, tu as envie de savoir ce qui va arriver parce qu'en plus il y a vraiment ce côté très dark, très no future et tout, et moi je le placerais un peu entre un héritier dans un versant mainstream d'un Junji Ito par exemple, dans ce côté très glauque horreur et tout, et puis en même temps un peu un précurseur du côté un peu nihiliste no future de l'Attaque des Titans, puis tu sais un dessin qui peut rebuter aussi, mais où peut-être c'est un peu ce qu'on a dit sur beaucoup de séries, mais c'est que je pense qu'aujourd'hui c'est une série qui est plus en phase avec son époque aujourd'hui qu'elle a pu l'être au moment où elle est sortie, quoi. Ça s'appelle donc Iganjima, l'île des vampires. C'était édité par Soleil Manga. Est-ce qu'on a un truc en plus? Est-ce qu'on dit quelque chose encore sur ce titre? Bah alors moi c'est le personnage, donc bon je spoil un peu parce que c'est le frère du héros finalement qui va retrouver, et en fait on apprend que toutes les quelques années où il a disparu, il a appris à se battre avec un maître qui lui a appris à se battre avec des troncs d'arbres pour écraser la tête des vampires, parce qu'il y a que comme ça que tu peux les tuer. C'est même pas en leur coupant la tête ou quoi, c'est qu'il faut leur écraser la tête, et donc le mec se bat avec des rondins de bois et il leur écrase la tête, quoi. Et ça j'ai toujours trouvé ça hyper cool. J'avoue c'est super mais il y a déjà un mec qui a tenté de couper la tête pour voir. Ouais, parce qu'en fait quand tu coupes la tête d'un vampire, il y a une espèce ça fait comme une araignée, tu vois, et en fait son corps se reconstitue, tu vois. Faut vraiment peu comme dans Demon Slayer. Voilà, faut vraiment que sa tête soit écrabouillée, quoi. D'accord. Et donc c'est j'ai oublié le nom de l'auteur, Koji Matsumoto. On peut le trouver encore ou pas? Oui, alors à la différence de séries dont on a parlé avant, c'est que c'est toujours dispo. À croire que même Soleil a oublié qu'il publiait ce manga jusqu'à oublier d'en arrêter la commercialisation. Non, je pense qu'en vrai je pense que justement Soleil il aime bien, c'est un éditeur qui aime bien cette série, qui a envie de forcer à ce qu'on la vende, puisque il y a même eu récemment des packs découvertes avec les 5 premiers tomes, et il y a même, j'ai vu sur une OP Kindle, vous pouvez avoir le premier tome gratuit en numérique, quoi. Donc ah bah c'est cool en plus ça. Bah ouais. Sur, du coup sur Kindle Ouais, alors moi j'ai cherché sur Amazon Iganjima, et en fait j'ai vu le tome 1 apparaître en 0€, donc ouais. Ça doit être le seul manga de notre liste. Ah oui, on peut trouver en numérique et gratuitement pour le tome 1. Iganjima, donc Higanjima. Voilà, je vous donne l'orthographe exacte pour l'île des vampires. Pour le retrouver. Le compte est bon. Le compte est bon. Et maintenant c'est à toi Maxime de nous parler de ton manga oublié. Ça fait 40 minutes là plus de 40 minutes qu'on a commencé cette émission. Je n'ai toujours pas fait un seul manga oublié. Bah voilà, maintenant ça c'est le hasard parce que tu les as triés. Exactement. Figurez-vous que l'ordre dans lequel on vous présente les mangas, c'est un tirage aléatoire, hein. J'ai tapé tirage au sort sur Google et j'ai regardé de 1 à 9 sous contrôle d'huissier d'ailleurs, sous contrôle d'aucun huissier. Mais voilà. Mon premier manga oublié, c'est Yakitate Japan, bien évidemment, parce que on va avoir envie de faire du pain là si on reste enfermé. Effectivement, mais t'as pas acheté de farine dans les prochains jours. Ouais, alors fallait acheter la farine avant, bien évidemment. Yakitate Japan, c'est un manga de Takashi Hashiguchi qui est sorti chez Delcourt en 2005 en France. Au Japon, c'était sorti en 2002. C'est un manga qui court sur 26 tomes, qui était prépublié dans le Shonen Sunday de Shogakukan. Le Shonen Sunday, c'était le même manga que Ranma 1/2, par exemple, pour vous situer. Il y a encore quelques centaines de tomes qui se vendent chaque année. La série existe encore. Ah, encore un autre. Ouais, faut la trouver. La série existe encore, mais bon. Alors, de quoi ça parle? Ça parle de pain. Ça parle de boulangerie. Non, le manga, c'est un peu le goutte de Dieu, les gouttes de Dieu de la miche, quoi, si tu veux. L'histoire, c'est celle de Kazuma Azuma qui, tout petit, découvre le vrai goût du pain. Alors, c'est le vrai goût du pain de mie qu'il découvre en vrai. Ah oui. Et depuis ce jour, il décide de se dévouer corps et âme à ce mélange d'eau, de farine, de sel, de levure, de matière grasse. Et après 10 ans de pratique intensive dans son bled paumé, il décide à 16 ans d'aller à Tokyo. Avec un rêve en tête, intégrer la plus célèbre boulangerie du Japon qui s'appelle Pantasia. Et Pantasia, il faut le dire avec l'accent, sinon on comprend pas que pan c'est pain et Tasia c'est. Oui, t'as fait un accent du sud quoi. C'est vrai. Pantasia peu cher. Alors avec Pantasia, on fait du bon pain avec bonne farine. En gros, il va être le meilleur boulanger du monde quoi. Alors pas exactement. Parce que son vrai rêve, c'est de faire le Japan. Parce que on connaît le pain français, la baguette française. Oui. On connaît le pain allemand. On connaît, tu vois, connaît les viennoiseries de Vienne. Oui, tout à fait. On connaît tout ça. Il veut qu'on fasse. Mais il n'y a pas de pain japonais. Parce qu'au Japon, ce qu'on aime, c'est le riz et pas le pain. Oui. Et donc lui, il voudrait faire en sorte que le pain du Japon soit aussi célèbre que le riz. Et qu'on arrête de parler d'abord du riz japonais et qu'on parle d'abord du pain japonais. Mais du coup, spoiler, dis-nous la fin.
Non, je veux pas spoiler, ça va pas d'accord, la tête. dis-nous qui est l'auteur alors. L'auteur c'est donc Takashi Hashiguchi. Avant de faire Yakitate Japan, il avait gagné un prix dans le Weekly Young Magazine, le prix Tetsuya Chiba. Voilà, il a démarré sa carrière en 88, donc c'est pas un tout jeune auteur. Il a publié pas mal d'œuvres et puis s'est lancé dans un manga de yo-yo ensuite qui est jamais paru en France. Et il a eu un petit succès avec le yo-yo, puis il a fait Yakitate Japan qui a vraiment cartonné là-bas. Et il est passionné de théâtre aussi, voilà. Après il a fait pendant 6 ans un manga sur un médecin, un personnage qui voulait devenir le meilleur chirurgien du monde. Et depuis un an là il propose un spin-off de Yakitate Japan sur l'application Line Manga. Line c'est comme Messenger chez nous. Oui, c'est comme WhatsApp. Ou WhatsApp, ouais, voilà. C'est en vert aussi du coup. Oui c'est vrai. Ouais, du coup, donc voilà, et donc du coup Line, le WhatsApp japonais a fait une appli pour les mangas, et donc c'est le spin-off de Yakitate prépublié sur ce Line. Du coup très connu au Japon, mais pas du tout en France, parce que Yakitate n'a pas trop marché du coup. Non, ça a pas marché de ouf, mais j'empiète un peu sur la question pourquoi c'est oublié, mais d'abord pourquoi c'est bien. Je peux faire tout en même temps si tu veux. Parce qu'en fait, il y a eu un succès quand même en France. Il y a eu une petite renommée auprès des lecteurs de manga, parce qu'en vrai, c'est pas du tout un manga sur la boulangerie à proprement parler. Oui, bien sûr, on a des trucs super précis sur le pain et des vraies informations. Il y a des informations tout court quoi dans le bouquin. Mais c'est un shonen délirant et excentrique. Il y a je pense une blague toutes les 2 cases minimum. Donc c'est délirant et complètement con, mais il y a des vrais points scientifiques sur le pain au milieu. Et donc du coup ils arrivent à faire des points scientifiques sur le pain, sur la levure, la levée, en faisant des vannes en même temps. Enfin tu vois, c'est c'est artistique quand même, fallait le faire. Donc plutôt l'angle humoristique que enquête, comme Les Gouttes de Dieu, tu parles. Oui, carrément. Voilà, oui, on est plus sur un food war si tu veux. Ouais. Parce que le héros, lui, a donc l'objectif de réaliser le pain japonais ultime, et ça, c'est différent que de retrouver les bouteilles, machin. Mais voilà, pour ceux qui ont aimé Food Wars, on est un peu face à un ancêtre de Food Wars. Sauf que là, il va pas dans une école. C'est juste la grosse différence avec Food Wars. Et moins fanservice peut-être. Ouais, moins fanservice. Ouais, Food Wars c'est bien. Oui, non, bien. mais c'est du fanservice petite culotte, mais effectivement, là, c'est un autre fanservice dans Yakitate Japan, parce qu'il y a énormément de références pour faire plaisir aux fans de manga et aux fans de boulangerie, parce qu'il y a énormément de références, évidemment, pour tous les fans de boulangerie. Fans de boulangerie, vous les écoutez. Mais en tout cas, ancêtre de Food Wars, dans le sens où c'est bien foutu et on a la bonne galerie de personnages qu'il faut, un peu comme dans Food Wars, et ça, c'est important, la galerie de personnages. D'accord, bah alors dis-nous pourquoi c'est oublié, parce que du coup tu nous dis pourquoi c'est bien. Parce que je pense que l'anime a pas tenu la dragée haute au manga. Souvent tu sais, c'est important d'avoir l'anime qui supporte et qui élève les ventes du bouquin. En France tu veux dire? Ouais, en France, ouais. Et à l'époque où c'est sorti, je pense que ça a pas fonctionné. Quand on voit, tu vois, le phénomène Demon Slayer ou même Jujutsu Kaisen là récemment, l'apport de l'anime dans le succès du manga, elle est elle est prépondérante. Et là je pense que je sais pas, c'est peut-être trop délirant pour la France à ce moment-là, mais ça a quand même eu un peu de succès, hein, mais ça a été oublié. Ça a été c'est pas un succès qui a tenu sur le long terme, mais voilà, c'est ce petit manga qu'on retrouve dans le fond de sa bibliothèque, qu'on n'a pas fini, où il nous reste que un ou 2 tomes, voilà. Et puis le titre du manga français était vraiment mauvais, parce que c'est pas que Yakitate Japan, c'est Yakitate Japan, un pain c'est tout. Ah oui, le mec qui a voulu faire une blague. Parce que j'allais faire vraiment une blague pourrie en disant, est-ce que tu penses que c'est un titre qui est pétri de bonnes intentions ou pas? Ouais, je pense qu'il est pétri de bonnes intentions, beaucoup plus que ce jeu de mots qui a été utilisé dans le titre, et donc on va sortir ce manga de l'oubli. Parce que Food Wars a marché. Il a commencé une blague et du coup moi j'avais du grain à moudre pour plein de choses, et là tu me coupes dans ton machin. Mais j'ai une question pour toi, pourquoi tu veux le sortir de l'oubli? Parce que Food Wars c'est terminé. Et comme Food Wars c'est terminé, bah voilà, il faut un autre titre. Bah oui. Et comme il n'y en a pas d'autres en ce moment, faut bien se nourrir. on va lire Yakitate Japan, et c'est qui un est toujours basique. dispo pour le coup. Et qui est à peu près toujours dispo. En tout cas, on voit aussi comment on considérait le pain et la boulangerie à l'époque au Japon, c'est marrant. Enfin, voilà, vous pouvez être surpris à la lecture de voir comment ils sont curieux de tout ça. D'accord. Et comment l'auteur est curieux.
D'accord. Et quel est le truc en plus pour Yakitate Japan? Bah le chouette petit dessin old school, parce que c'est un peu vieillot quand même aujourd'hui. Hein. Ouais, mais la c'est coupe, chouette, c'est chouette, tu vois. Mais c'est vieillot, c'est vieillot chouette. Il y a le port du serre-tête aussi. Le héros a un serre-tête. Et alors, oui, c'est vrai. les héros avec des serre-têtes en termes de chara design, c'est extrêmement rare. Ah bah oui, là on a bien le côté vieillot en tout cas là comme ça. Là tu dis pas ton jugement sur le serre-tête, mais oui. Alors c'est non, rare. je ne juge pas, mais je trouve ça rare, un chara design d'un personnage avec un serre-tête. Et rien que pour ça, je pense que ce manga vaut le coup. Il aurait pu s'attacher les cheveux, mais effectivement. Alors on peut le trouver. On peut le trouver, ouais, non, mais en fait, alors déjà, il y en a chez tous les bouquinistes. Tu sais, ça fait partie de ces mangas qu'on trouve à 1 ou 2 euros chez les bouquinistes. Ça traîne aussi en neuf. Et ça traîne sur internet. Donc, non, globalement, ça se trouve, attention quand même sur les marketplaces. Même pour la France, il y a l'édition américaine qui est proposée. Donc, vous faites pas avoir, achetez pas l'édition en anglais si jamais vous la voyez passer. Yakitate Japan, donc, de Takashi Hachiguchi. Hashiguchi, d'ailleurs, je me suis trompé. Hashiguchi. Chez Delcourt, exactement. La suite, c'est pour toi. Montre-nous comment tu prononces le nom de ce manga, Johnny. Alors déjà, ils ont traduit le manga à cause de l'édition américaine, du coup je ne suis pas pour, j'aurai une petite note là-dessus. C'est Zatch Bell au lieu de Konjeki no Zatch Bell. No Gash Bell. Ah putain, même moi je me suis trompé à cause de leur. Alors, du coup, Zatch Bell c'est vachement mieux. Mais non, à la base c'était Gash Bell. Et du coup, rien que Zatch, toi, c'est compliqué à dire avec un Z. Et ils l'ont dit, je pense, à cause de la sonorité de l'électricité quand il fait une attaque, une attaque éclair. Mais je trouve ça débile. Gash, c'était très bien, toi. Bref, passons. Alors, Zatch Bell de Makoto Raikou, édité chez Kana en 2005 en France. C'était sorti en 2001 au Japon, donc assez rapproché. Une longue série, encore une fois, de 33 tomes, prépubliée dans le Shonen Sunday de Shogakukan. Et à la sortie, c'était quand même une très 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 bonne vente. Hein. Il y avait 15 000 vendus pour le tome 1, ce qui est assez ouf en termes de vente en tout cas. Carrément des bonnes ventes. Donc on aurait pu suivre ça sur la suite, mais bon, 33 tomes, voilà, ça a fait mal. Il fallait les suivre. Alors, Gash Bell, Zatch Bell, le nom que je ne vais pas répéter. Voilà. Voilà. Ça parle de quoi ? En fait, c'est assez simple, c'est Pokémon, mais en mieux. Dans le sens où Pokémon, par exemple, c'est vraiment pour des enfants de 10, enfin, tu peux commencer à 6 ans, voire 10, 12 ans, ce serait le maximum. Alors que là, Zatch Bell, c'est pour les ados, il y a d'émotions un peu moins cucu et surtout, il y a une fin. C'est pas comme Pokémon où il a gagné le tournoi au bout de 1 milliard de saisons. Et en gros, on va suivre l'histoire de Kiyomaro, qui est un garçon de 14 ans super intelligent et qui a pas d'amis du coup et qui dégaine tout le monde parce qu'il est super intelligent. Et un jour, il y a son père scientifique qui n'est jamais là, hein, parce que lui aussi est super intelligent et il voyage à travers le monde, qui lui envoie un petit enfant, pas par là, enfin il lui envoie par la poste, non, mais il lui envoie un enfant, un petit enfant amnésique qui a une tête toute ronde chelou, genre je suis pas humain. Et effectivement, Kiyomaro va découvrir que très vite que Zatch Bell, il provient d'un monde parallèle qu'on appelle le monde des démons et que ce monde est en pleine restructuration économique et qu'il faut désigner le roi des démons. Et du coup, pour cela, 100 démons ont été envoyés sur Terre dans le monde des humains pour s'affronter ensemble et devenir le vainqueur et le roi. Ah oui. Et donc c'est ça le côté Pokémon, c'est les 100 c'est les 100 démons qui s'affrontent entre eux. D'accord. Donc c'est des enfants quand même. C'est des combats de bébés en fait. C'est pas des petits animaux. Alors, c'est des petits enfants de moins de 12 ans qui sont dirigés par des humains de 14 ans plus ou moins. Il y a aussi des adultes. En gros, c'est une sorte de Highlander / Pokémon. Et en plus, c'est abusé parce que Zatch ou Gash, il possède des pouvoirs électriques. Donc c'est vraiment il lance des attaques éclairs par sa bouche. Mais il a besoin d'un humain pour le faire. Il y a peut-être le petit côté cringe que n'a pas Pokémon, tu vois, le fait que ce soit des enfants humains qui par exemple crachent par leur bouche des trucs quoi, alors que les Pokémon c'est des petits animaux mignons. C'est pas des enfants humains, c'est des enfants démons. Ouais, enfin, ils viennent du monde des démons. Mais qui ressemblent un peu à des humains. Oui, ils ressemblent quand même à des humains, c'est pas Yokai Watch. Mais oui, effectivement. Donc en gros, Kiyomaro il est embarqué là-dedans dans ce tournoi Pokémon des démons. Qui est ce monsieur Raikou ? Makoto de son prénom. Makoto Raikou, il est quand même assez connu. Sa première grande série, donc c'est Gash Bell, et il a remporté en 2003 le 48e prix du manga des éditions Shogakukan, donc quand même un grand prix. Tout de suite après, il y a eu un animé. Le problème, c'est qu'il s'est embrouillé avec son éditeur et qu'après, il a changé d'éditeur. Du coup, c'est peut-être pour ça que la série s'est finie, alors qu'elle aurait pu continuer. Mais il est très connu au Japon, parce que notamment pour ce prix-là, il est aussi connu après chez Kodansha avec Animal Kingdom, qui a été publié en France chez Kiun. Je me souviens, tout à fait. Et pareil, c'est vraiment un manga qui est sorti un peu des sentiers battus au Japon parce que
il a un dessin assez enfantin, mais qui s'adresse avec des sujets un peu d'adultes, qui peuvent être lus par des enfants, bien entendu, mais c'est des sujets complexes et parfois très durs. Même quand t'es un enfant. Mais on estime que justement un enfant ne doit pas lire que des trucs pipi caca. Donc c'est ce que prône en tout cas Makoto Haiku. Et ah bah oui, d'ailleurs il explique dans une interview du tome 7 de Animal Kingdom que son but c'est de faire plaisir à un large public d'enfants à travers ses mangas, mais aussi des adultes. Du coup c'est pour ça que ses protagonistes sont assez jeunes, mais qui vivent des histoires assez dures comme les adultes. Donc c'est un nom pas inconnu, mais en France j'ai l'impression que ça marche pas trop. Bah non, parce que il se retrouve dans les mangas oubliés. Alors pourquoi c'est bien Zatch Bell ? Qu'est-ce que t'avais à dire sur ce titre ? Moi c'est assez simple, il y avait du combat, il y avait des pouvoirs, un tournoi géant qui impliquait les humains. Franchement, que demander d'autre ? Genre t'aimes Highlander, t'aimes Pokémon, bon bah voilà, tu t'aimeras forcément Zatch Bell. Par contre je parle de Pokémon le jeu, hein, pas Pokémon le manga ou les animes qui sont très cucu. Le jeu, si t'aimes le jeu Pokémon... T'as pas lu tous les mangas, mec. Ouais, mais... Ils sont pas tous cucu du tout, les mangas de Pokémon. Ouais, je sais pas trop. Mais en tout cas, pour moi, c'est bien parce que c'est de la lecture tranquille. Tu te fais pas chier, quoi. Ok, très bien. Oui, ça suffit. Et alors, pourquoi on l'a oublié, alors ? C'est quoi le problème ? C'est juste des enfants démons ? Bah, c'est le titre, c'est ça ? Je sais pas, parce qu'en plus, l'anime, il passait sur MCM, donc il y a eu cette histoire de... On pousse avec un anime aussi derrière. Il y a tout pour, quoi, oui. Mais j'ai l'impression que cet auteur, il fonctionne pas trop en France. J'ai pas de réponse, parce que on aurait pu penser qu'avec Zatch Bell, il y avait pas une bonne com, mais toi, quand Ki-hoon est arrivé avec Animal Kingdom, c'est pareil, ils ont fait différemment. Ils ont fait une com assez ouf dessus. Et pourtant non, ça a pas marché. Donc soit les gens n'aiment pas Makoto Haiku, soit ils trouvent que le dessin enfantin avec l'histoire un peu trop adulte c'est mauvais, je sais pas. Après peut-être la traduction Zatch, mais bon ça c'est mon avis personnel. Zatch non mais peut-être un problème de positionnement aussi. Ouais. Peut-être que nous on l'a positionné trop enfant en France, peut-être qu'il aurait fallu le positionner. Et du coup ouais, il rivalise pas face à Pokémon, ou inversement. Non, parce que tu vois Zatch Bell c'était en shonen, Animal Kingdom c'était plutôt en kids je crois. Mais franchement, je sais pas pourquoi les gens. Alors que Makoto Haiku, moi, j'adore Zatch Bell, j'adore Animal Kingdom et je trouve que ça peut correspondre vraiment à tout le monde. Donc je sais pas. Eh bien donc, sors-le de l'oubli. Dis-nous pourquoi tu le sors de l'oubli. Bah parce que déjà j'ai atteint le level 40 dans Pokémon Go et que j'en avais marre de jouer avec des shiny, c'était un peu chiant. Et c'est surtout pour faire un appel car je crois que j'ai jamais fini la série. Et du coup je veux retrouver. En fait je veux me retrouver dans la même situation que les gens là à qui je parle, qui vont vouloir la série et qui vont me faire une concurrence. Donc, pour les derniers tomes. Tu vas créer un groupe sur les réseaux sociaux pour les gens qui cherchent les derniers tomes. Donc de Zatch Bell. en vrai tu veux pas le sortir de l'oubli pour réussir à le trouver. Si, non mais je veux le sortir de l'oubli parce que les gens doivent le lire. Et en même temps, ils doivent me passer les tomes s'ils arrivent à trouver ce que j'ai pas, quoi. Avant de terminer, c'est quoi le petit truc en plus de Zatch Bell ? Franchement, c'est l'humour. Alors, il y a deux choses. C'est que j'ai commencé un peu par le manga où au début c'était un peu soft. Après, j'ai regardé l'anime et l'anime est tellement drôle que après, quand je lisais le manga, j'avais les voix de l'anime et ça me faisait rire. J'avais les situations, enfin, j'avais tout. Et pour moi, c'est l'humour qui est vraiment le point fort. Après bon, l'anime c'est pareil, il y a 150 épisodes, c'est un peu compliqué, mais honnêtement l'humour. Zatch Bell de j'ai jeté le nom de l'auteur. Raikou. Makoto Haiku. Évolution de Zatch Pikachu Bell de Makoto Haiku, c'était sorti chez Kana, c'est bien ça ? C'était sorti chez Kana, effectivement. Et d'ailleurs, Raikou, c'est un peu avec le signe japonais de l'éclair. Du coup, il y a une petite blague aussi dessus. Très bien. Combien ça coûte ? Où est-ce qu'on le trouve ? Franchement, j'ai eu des tomes à 45€. Je hais ce genre de personnes qui mettent des prix sur des tomes qui manquent en plus. Non, mais parfois, tu sais, c'est des algorithmes aussi qui mettent les prix. C'est pas forcément des humains. Ouais. Mais du coup, tu détestes les algorithmes. Mais voilà, lui, c'est c'était normal. un humain. Mais après, j'ai quand même vu la série complète, les 33 tomes pour 250€. Donc ça fait 7,50€ le tome. Franchement, ça passe. Après, moi, je conseille toujours à tout le monde d'aller dans les librairies d'occasion, les bouquinistes, tout ça. Je sais qu'à Paris, à Poum Bapoum, Dante, là, près de Saint-Michel-Odéon, Cluny, la Sorbonne, ils ont des séries complètes souvent. Donc je suis pas allé voir parce que c'est trop loin et que je prends pas le métro. Mais très bien. Merci pour ce petit grain de vie que tu partages avec nous. Surtout en ce moment, on sait pas trop. Là, pour tout vous dire, on ne sait pas encore ce qu'il y aura après l'annonce officielle du gouvernement. Ouais, on est un peu dépendant. Donc là, on enregistre sans trop savoir. Voilà. Déjà, on enregistre cette émission. Déjà, on pourra la publier celle-là, mais après les suivantes. Et on enregistre cette émission en plusieurs fois parce que du coup, on n'a pas le temps de faire une émission entière entre la fin de nos journées et le début du couvre-feu. Enfin voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu. Comment on enregistre cette émission.
Que je vais finir d'ailleurs. Bah oui, du coup, garde la parole, parce que c'est toi qui enchaîne sur le prochain manga oublié. Et c'était mon préféré, je suis dégoûté de pas avoir commencé par celui-ci. J'aurais bien aimé le faire. Faut faire durer le plaisir aussi. Ouais, mais il est même mieux que il est vraiment même mieux que les vôtres. Mais du coup, même mieux que celui de nos auditeurs, c'est ça que t'es en train de dire? 1000 fois. 1000 fois, c'est comme Kekaishi, mais en mieux et plus concis. Alors pourquoi il est oublié? Allez, bam, on commence direct par cette première question. Attends, j'ai même pas donné le nom. Déjà dit lequel c'est. Otogi Matsuri de Junya Inoue, c'est sorti chez Doki Doki en 2006 en France, c'était sorti en 2004 au Japon. Ça fait 12 tomes, c'était dans le Comic Gum de Wani Books, c'est le même mag que, j'ai choisi ce manga pour toi Johnny, dans le même magazine que Ikitusen. Ah, j'adore Ikitusen. Ah, d'ailleurs, je le mettrai peut-être dans mes mangas oubliés, effectivement. Enfer et Paradis et Ikitusen, ils seront là. Je me disais aussi que ça allait te faire plaisir. Aujourd'hui, c'est en arrêt de com, il n'y a plus aucune vente en neuf forcément, et ça n'a jamais été un gros succès commercial. Otogi Matsuri, c'est un manga fantastique qui se déroule dans une petite ville de province qui ressemble un peu à Kyoto. Et Yosuke, le héros, voit sa vie basculer le jour où il va renverser l'hôtel d'un sanctuaire Shinto. Et la divinité qui était à l'intérieur de cet hôtel va prendre possession de son bras. Ah oui, comme Kier, c'est pour ça que tu t'en parlais. C'est pour ça que je disais ça au début d'émission, effectivement. Alors du coup, il va prendre conscience des nouveaux pouvoirs qu'il détient, et il se rend compte qu'il y a des esprits belliqueux qui rôdent dans la ville. Et donc, accompagné de Yomogi, la charmante fille du prêtre du coin, il va lutter contre ces espèces de yokai. Je sais même plus si finalement il prononce le mot yokai. Bref, en tout cas, ça y ressemble. Et donc, dans le tome 1, le yokai, c'est un chat araignée. J'aime beaucoup le chat araignée. Pas mal. Et du coup, c'est qui l'auteur? C'est l'auteur de Ptoum. Ah oui, d'accord. Tu connais Ptoum? Ouais, bah oui, Ptoum. Évidemment, tout le monde connaît Ptoum. J'adore Ptoum. Bah, t'aurais pu parler de Ptoum en manga oublié, toi. Bah non, parce qu'Otogi Matsuri est plus oublié que Ptoum. Ptoum, il s'est fini l'année dernière. C'est possible. Récemment, on a vu aussi sortir La Vie en Dole chez Glénat, comme Ptoum, qui était vraiment pas très bien, La Vie en Dole, contrairement à Ptoum. Et donc là, il s'est lancé dans un nouveau manga au Japon, qui est une histoire d'attaque de kaiju sur le pays, sur le Japon. Et on va suivre les forces d'autodéfense japonaises qui doivent protéger leur pays. Mais donc, et bien avant ce manga, c'est aussi quelqu'un qui bossait dans le jeu vidéo. Il était créateur de design et d'univers graphique, notamment sur des jeux d'arcade. Ah ouais, donc on peut pas du tout connaître ces jeux-là en France. C'est quoi le manga des kaiju? J'ai pas suivi là. C'est un manga qui vient de sortir au Japon. Ah, c'est un autre encore. Ouais, il y a Ptoum, il y a La Vie en Dole et le nouveau qui est jamais sorti en France, qui a un nom japonais que j'ai pas noté. Ah, d'accord. C'est pour ça que t'as pas dit. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est plus facile à dire en plus. Ouais. Et du coup, tu nous as dit quoi ça parlait, mais alors pourquoi c'est si bien que ça? Bah parce que c'est bien, faut me croire, c'est tout. On s'arrête là. Non, on est obligé de te croire sur parole parce que... Exactement. Non, c'est un manga de yokai qui tutoie l'horreur, mais sans vraiment plonger dedans. Et j'aime bien quand les auteurs vont chercher comme ça les barrières, leurs limites, sans jamais les dépasser. J'aime bien quand ils restent dedans, hop, ça tutoie un peu l'horreur, mais oh non, on revient. Le chat araignée, il est chouette. Tu vois, et il est un peu crado, mais il est chouette. Mais il est pas trop crado. Bah, ça dépend, il a quoi d'araignée, il a quoi de chat, tu vois. Il a les pattes de l'araignée, comme ça, et il a la tête du chat de Cheshire, un peu. Ouais. Mais ça reste un shonen, du coup. Ça reste un shonen, ouais, bien sûr. Il est dans une vague de mangas d'esprit et de yokai, comme il y en a plein d'autres. Vous voyez peut-être Noura, Stranger Case plus récemment. Il y a même un petit côté Black Torch quelque part. Parce que, tu vois, ça joue aussi avec les esprits. C'est pour ça que je dis yokai, pas forcément, mais dans l'esprit, c'est ça. Et dans l'esprit qui joue avec les esprits. L'esprit des esprits. Et en le relisant là, j'ai vraiment pensé à une sorte de Black Torch de l'époque, mais sans le côté moderne, urbain. Parce que là, on est dans une petite ville qui ressemble à Tokyo, donc ça fait un peu campagne quand même, et ça fait vraiment ville traditionnelle japonaise. Et là, en plus, comme souvent dans les shonen, et ce qu'on aime bien, c'est les pouvoirs. Et là, la clé, elle est vraiment dans les pouvoirs des personnages. On a le héros qui détient l'arc du phénix rouge. Il y a un petit côté Sentai, vous allez voir. Et il a son prof qui a la lance du dragon bleu. Et ensuite viendra le bouclier de la tortue noire, les griffes du tigre blanc. Et quand tu fusionnes tout ça, ça fait l'arc-en-ciel de... Je n'en dis pas plus. Mais non, mais tu sais, il y a un truc, il y a un mot comme ça en japonais pour définir les 4 points cardinaux qui protègent une ville. Je sais pas si c'est du bouddhisme ou du shintoïsme, mais voilà, donc c'est en rapport... Du Marie Kondo, mais oui. C'est en rapport à tout ça. Ouais. je vois. Mais en tout cas, voilà, là, il y a une galaxie de personnages de style, et ça amène un vrai plus, surtout avec voilà, les armes yokai, quoi. L'arc du phénix. Et t'as dit que c'était en combien de tomes? J'ai réfléchi pour voir si je vais justement le... 12. Okay. Mais je peux te les tomes. prêter si tu veux. Ah oui, merde, tu les ça, c'est cool. Mais alors, ouais, du coup, ça a l'air mortel, mais alors pourquoi c'est oublié? Alors, parce que déjà, c'est un manga sur les esprits.
Et alors les mangas sur les esprits, vous allez me chercher ceux qui se sont bien vendus, hein. Bah Gantz. Voilà. Pas qu'est-ce sur que tu les dis de ça esprits, Gantz, c'est la SF. Ouais, mais il y a des esprits. Non, Black Torch, à la limite Black Torch, c'est Shaman celui qui King. s'est vendu. Shaman King, ouais, Shaman King, mais il a un côté plus ludique, Shaman King, on va dire. Là, on est sur du traditionnalisme dans l'absolu. Et puis c'est sorti à un moment donné où le marché manga était pas aussi fort que maintenant, tu vois. 2006 en France, le marché manga c'est pas celui d'aujourd'hui. Et en plus à l'époque, c'est Doki Doki qui le sortait. C'était pas un éditeur aussi. Surtout, je pensais qu'il n'existait pas, moi. Mais aussi grand qu'aujourd'hui. Mais c'est pas leur premier manga, mais c'est dans la grande vague de leur premier titre. Et Doki Doki a bien grandi aujourd'hui, mais à l'époque, ils lançaient pas les mangas aussi fortement qu'aujourd'hui. Ils n'avaient pas une force commerciale aussi impressionnante. Donc forcément, c'était difficile de l'imposer, mais c'était un très bon choix éditorial. Mais alors du coup, heureusement, ils peuvent compter sur toi puisque tu vas nous décider à le sortir de l'oubli. Pourquoi ? Bien évidemment. Il y a le rythme du bouquin. Tu sais, cette sensation d'être toujours au bord du gouffre, au bord d'un précipice tout du long. On a l'impression que le héros va plonger, que tout va mal se passer. Et en plus, dans le tome 1, on annonce que le héros n'a plus qu'un an à vivre, qu'il est condamné. Parce que c'est direct. Moi, en fait, parce qu'il a renversé l'hôtel du Phénix Rouge. Du Phénix entre le truc des suicides l'autre fois, tout à l'heure, et puis ça. Ouais, mais lui, en fait, c'est du Jujutsu Kaisen un peu aussi, du coup. Bah ouais, mais il y a un petit côté dans Jujutsu qui m'y a fait penser également, ouais. Il est condamné, et ça joue sur la psyché du personnage, et ça joue sur la psyché du lecteur, forcément. Et puis, ouais, non, c'est un petit peu sombre. Et c'est comme je te disais tout à l'heure, ça tutoie l'horreur un peu comme dans Jujutsu. Et c'est intéressant pour tout ce genre de choses. Et puis en France, voilà, on n'a pas beaucoup des mangas d'esprit de yokai, donc voilà. Et en plus, c'est drôle. Mix parfait, tu vois. Humour, action, univers. On a la totale, on a tout ce qu'il faut pour faire un bon manga. Et alors, c'est quoi le petit truc en plus qui fait que c'est pas qu'un bon manga non plus ? C'est l'humour et avec parfois un petit côté méta. C'est très très discret, mais il y a des petites formules, des petites touches, tout en subtilité où les personnages ont limite conscience d'être dans un manga. Alors, est-ce qu'il brise le quatrième mur ou pas ? On est à la limite à chaque fois, tu vois. On est. On sent que l'auteur a envie, mais qu'il le fait pas. Non, je ne pense pas. Ouais. Je ne pense pas. Otogi Matsuri, donc de Junya Inoue, sorti chez Doki Doki en 2006 en France. Et ça se retrouve, mais il faut un peu de patience pour la collection complète. Non, on vous dira pas où, mais allez-y. Non, mais il y a que 12 tomes. Mais ça a pas été. C'est pas comme Zatch Bell où le tome 1 a été imprimé à 30 000 exemplaires, tu vois. Enfin, j'exagère, hein, mais ça a pas été imprimé non plus énormément. L'époque, l'éditeur. Mais voilà. Donc certains libraires ont encore quelques exemplaires en neuf, ça traîne par-ci par-là. Faut chercher. Et sinon, pour une dizaine d'euros maximum, le tome, ça se retrouve sur internet. Puis attention, comme d'habitude, vous faites pas avoir aux algorithmes qui vont mettre des tomes. Ouais, ceux que Johnny déteste. Majin algorithme. C'est ça, le Majin algorithme, effectivement. Et alors, du coup, garde la parole, puisque c'est toi qui enchaînes, Max, pour finir cette émission en beauté, puisque tu vas nous parler de Kaze de Masaomi Kanzaki. Mais alors Kaze, c'est pas ton choix, Robin, c'est pas ton choix de Johnny, c'est pas le choix des auditeurs, c'est pas mon choix, c'est le choix de Jérôme Alquier. Jérôme Alquier qui est l'auteur de Albator, Mémoire de l'Arcadia, qui est une bande dessinée qui sort aux éditions Kana. Jérôme Alquier qui a eu la chance de pouvoir produire, dessiner, créer, écrire une bande dessinée dans l'univers d'Albator, de Leiji Matsumoto. Trop cool. À un moment donné de l'univers, tu vois, c'est pas une suite, c'est pas il y avait un espace à un moment donné dans l'univers de la bande dessinée du manga où on savait pas ce qui se passait. Il y avait un creux d'aventure, donc il a créé cette aventure dans le creux. Il a demandé à le faire. Il a demandé à le faire, l'éditeur a demandé à le faire, tout le monde a demandé à le faire aux Japonais. Les Japonais ont dit oui. Ça doit être un kiff, quoi. Et ainsi de suite. Ah ouais, mais quand il m'a expliqué, quand il a rencontré Leiji Matsumoto, il était comme un fou. Il était comme un fou. Mais justement, on a fait une interview. Je dis on l'a juste pas retranscrit, mais on a fait une interview de Jérôme Alquier qu'on va vous mettre sur le blog dans les jours prochains. Voilà, comme on n'est pas sûr de pouvoir faire des émissions, au moins on a du contenu pour vous, quoi. Au moins, on va vous donner une interview de Jérôme. On parle le manga, on parle un petit peu des sujets qui nous touchent, qu'on aime bien dans la 5ème de couve. Donc vous allez voir, c'est assez intéressant. Et donc je lui ai demandé de me proposer un manga oublié. Et ni une ni deux, il a même pas dit qu'est-ce que tu dis pour manga oublié. Il a dit oui, bien sûr, Kaze de Masaomi Kanzaki.
Ok. Franchement, je sais pas ce que c'est. Kazé, c'est sorti chez Glénat. J'aime bien cette phrase. Parce que c'était du les coup, premiers, ils étaient là. Hein. bah ouais, non, mais du coup, c'est drôle parce que Kazé, c'est le nom d'un éditeur. Oui, c'est ça. Et qui sort chez Glénat. Voilà. C'était ça la blague. C'est vrai. Johnny. Ah oui, moi tu sais, je suis plus dans le milieu. Hein. Je comprends C'est plus ça. ces blagues. Donc, Kazé, c'est sorti chez Glénat en 2009 en France, mais c'est sorti en 1992 au Japon. Ah ouais. Chez l'éditeur Tokuma Shoten. Ça fait 10 tomes. C'est très confidentiel, hein. Il n'y a plus aucune vente aujourd'hui. Peu de gens connaissent ce manga et ceux parmi nos auditeurs qui vont le connaître, il faut oh mais oui Kazé. Ah, il y en aura. Ils seront comme Jérôme, ils vont se dire bah oui évidemment c'était bien oublié sûr. mais c'est injustement oublié. Alors Kazé, c'est l'histoire de quoi? Donc je vais vous donner le résumé officiel pour celui-ci. Je me suis pas permis de le résumer parce que moi j'ai qu'un vague souvenir du manga. Je sais que j'ai lu le tome 1, j'ai sûrement lu le tome 2, mais je pense que je me suis arrêté là à l'époque. Et alors Jérôme, t'as même pas fait un résumé Alors tu vois, je me suis pas permis de demander à Jérôme ok, et pourquoi c'est oublié à ton avis, et pourquoi c'est bien? T'aurais dû. Donc voilà, non mais je l'ai pas embêté trop oh là longtemps. là, ces auteurs, quelle feignasse. Hein. Kazé, l'histoire c'est quoi? Troublé par la mort de son père, un policier poignardé par un adolescent de 16 ans, Kyoshiro Kazé ne rêve que d'une chose, obtenir la puissance entre guillemets à laquelle son père aspirait tant. Devenu champion de boxe thaï, il enchaîne les tournois avec succès jusqu'au jour où il apprend que son âme doit servir de réceptacle au corps d'un puissant guerrier, seul capable de venir à bout d'un démon sur le point de ressusciter. À peine a-t-il repris ses esprits qu'un camion lui fonce dessus. Mystérieusement transporté dans un autre monde, Kyoshiro se réveille alors dans une époque indéterminée. Donc on est bien sur l'isekai où il y a un camion quoi. Et surtout il y a la bagarre. Oh là là, alors, rien que le début, tu m'as un peu perdu, mais je vais retenir la fin. Il est dans un autre monde et il va se bagarrer. Et il y a la bagarre. Retiens la bagarre, retiens la bagarre. Et alors c'est qui l'auteur? Tu te souviens de Flag Fighters? Pas du tout. Johnny, tu te souviens de Flag Fighters? Vas-y, redis le premier mot. Flag, comme un drapeau. Fighters. Comme un drapeau. Non, vous vous souvenez pas? Bambina chez Doki Doki. C'est pas une chanson de Dalida ça? Non, c'est Bambino. Non mais nous en vrai on est jeunes hein. Sans déconner. Mais c'est bien parce qu'en fait en parlant des mangas oubliés ça nous donne plein d'idées de mangas oubliés, d'autres mangas oubliés. Je pense que si Julie avait été là elle l'aurait trouvé. Mais là non. Bon, en tout cas c'est l'auteur de Flag Fighters, de Bambina. Dernièrement il a signé un récit ninja au Japon qui est pas sorti. Et Bambina c'était une comédie qui était sortie chez Doki Doki, sa seule comédie je pense. Mais voilà, il est vraiment célèbre cet auteur pour ses scènes d'action. Et donc je vais vous lire ce que m'a dit Jérôme à propos de. Ah oui, il t'a sûrement dit pourquoi c'est si bien. Eh bien évidemment, il a voulu le vendre quand même. Il dit à une époque, j'adorais le manga Kazé. On retrouvait une sorte de samouraï et des scènes de combat très dynamiques. D'ailleurs, son auteur a ensuite été choisi un peu après pour faire le manga de commande de Street Fighter 2. Je crois que ça date des années 90. Et moi, j'aimerais beaucoup dessiner les scènes d'action avec autant de qualité et les positions de combat avec autant de qualité. Donc ouais, voilà. C'était son kiff, c'était l'action, les scènes dynamiques, les scènes d'action et la bagarre quoi, comme tu disais. C'était les scènes de bagarre parce qu'en fait une vraie belle scène de bagarre, c'est génial. Bah carrément. Ouais, pourquoi on aime One Punch Man pourquoi on aime le trait de Murata à ce point-là? C'est aussi pour ça, tu vois. Pour les vraies scènes de bagarre. Carrément. Donc vous avez aucun souvenir de ces mangas? Non. Du tout, non. Même pas visuellement ni rien du tout? Non. Ah, c'est Désolé fou, ça. Jérôme. Kazé en tout cas de Masaomi Kanzaki, c'est le choix de Jérôme Alquier. Retrouvez donc son interview sur le blog dans les jours prochains, ou alors si vous écoutez cette émission 6 mois après, elle est déjà disponible du coup. Et ça se trouve du coup Ouais, j'ai regardé rapidement, j'ai trouvé des tomes à 5€ en moyenne sur internet. Oui, donc là voilà. on est sur du prix normal. À première vue c'est vraiment trouvable. J'ai pas fait une recherche surpoussée, mais à première vue c'est trouvable. Bah après écrivez à Jérôme Alquier ou les prêtres. Ouais, et puis 10 tomes c'est jouable quoi. Enfin, 12, ça va. mais oui. Non, 10. 10. Ah bah je sais pas pourquoi j'ai retenu 12. 12 c'est Otogi Matsuri. Ah oui, ah bah voilà, j'étais bloqué. Mais allez plutôt sur Otogi Matsuri quand même. Mais non, Kazé, ça a l'air bien. Moi, tu m'as plus vendu, hein, ça a l'air mieux. Casé chez Glénat surtout. Ouais. Ben voilà, c'est ça qui te N'oubliez fait rire. Merci de nous avoir écoutés parce que c'est fini. Voilà, l'émission est terminée. Elle est un peu plus longue que prévu cette émission. Oh, C'est la passion, c'est la passion. Et beaucoup de blagues. C'est fou quand même. Non, Tous ces pas mangas tant oubliés que qu'on ça. arrive à retrouver en fait. Ah bah déjà j'ai les 2 prochains, du coup c'est cool pour moi. Mais après. Non, tu peux pas faire Eikitusen et Enfer et Paradis dans la même émission. Je peux si je le mets au début et à la fin. Sinon, c'est vraiment une émission consacrée entièrement, non. entièrement à la perte des vêtements. Mais pas du tout. Il y a du combat. Non mais je trouve que ce qui est cool avec ces émissions c'est que ça prouve vraiment la richesse du médium et bah tu sais un peu comme dans le cinéma
cinéma, il y a les chefs-d'œuvre, les pépites oubliées, et dans le manga, même si c'est un art qui est beaucoup plus récent en France, on a déjà ça, quoi, ces petites pépites comme ça. Après, souvent, on devrait plus ou moins renommer notre émission en les flops du manga qu'on comprend pas, parce que honnêtement, c'est un peu ça à chaque fois, quoi. Mais là, c'est vrai qu'il y a une thématique, souvent, c'était c'est pas sorti au bon moment, mais aujourd'hui, ça marcherait mieux, je pense. Bah, ouais, mais en fait, ça a marché, et puis ça a eu une vie. Ça, c'est, ouais. Et parfois, ça doit s'essouffler, c'est juste notre petit cœur de lecteur qui a envie de le remettre au goût du jour, mais on a peut-être tort de le faire. Bah après, on a peut-être des goûts. Non, mais on a peut-être juste des goûts pourris, hein. Enfin, faut le dire. Ah oui, toi, effectivement, il y a peut-être ça aussi. Mais toi, moi, je suis désolé, mais moi, j'ai 15 000 tomes vendus pour le tome 1. Vous avez quoi, 200, 100, excusez-moi. Donc voilà. Attends, moi j'ai quand même le seul manga qui est encore commercialisé, donc on va se détendre tout de suite. C'est du manga d'auteur, tu vois. C'est du manga d'auteur, forcément. Non, mais ça serait bien mais ça arrivera tôt ou tard, mais qu'il y ait une espèce d'offre numérique comme ça sur certains vieux titres. Après, sur ces titres-là, les éditeurs ont perdu les droits. Ouais, mais tu sais, ou un travail de fond, tu vois, je te dis, comme rééditer des films un peu oubliés par certains éditeurs. C'est peut-être des plus petits éditeurs qui vont récupérer ce genre de titres et qui vont un peu les mettre en lumière, tu vois. Bah, certains éditeurs, tu vois, Black Box fait ce travail, mais ils vont chercher des choses encore plus vieilles. On n'est pas arrivé à notre époque encore. C'est peut-être effectivement un truc progressif, mais Naban Edition qui a décidé de rééditer Old Boy, tu vois, ça c'est une bonne idée. Et il y a des éditeurs qui arrivent sur le marché et peut-être que certains auront les accès, parce que pour un éditeur, tu peux pas te pointer au Japon en disant plus personne veut vous l'acheter, mais moi oui, vous me le vendez. Bah, aujourd'hui tu peux pas, enfin tu me diras, il y a 15 ans non, vu qu'il y avait pas tout le monde qui voulait acheter, mais aujourd'hui c'est compliqué de devenir éditeur, parce que ce que faisait par exemple Kiyun au début, ils arrivaient au Japon, ils allaient voir les gens, ils parlaient japonais, et ils avaient cette démarche éditoriale que maintenant aujourd'hui tu pourrais plus faire, parce que c'est très codé, très classé. Bah, disons qu'il faut vraiment si on ne connaît pas, tu rentres même pas le secrétariat. Donc et puis surtout, il faut vraiment peaufiner ton offre, quoi. Genre, Old Boy, typiquement, ils ont pas choisi ce manga par hasard aussi, tu vois. C'est vraiment un truc qui a une résonance, qui est un peu connu et tout, et qui va peut-être leur permettre effectivement de créer quelque chose, quoi. Mais tu vois, admettons Otogi Matsuri, admettons Doki Doki n'a plus les droits. Je suis pas sûr que l'éditeur japonais accepte de le revendre, disons pourquoi on ferait du travail là, puis en fait ça a pas marché à l'époque, non mais ça va nous faire du boulot en plus, qu'est-ce qu'on a à y gagner. Du coup c'est à l'éditeur français de les convaincre avec une offre, tu vois, peut-être je sais pas, des propositions un peu mais quoi, un truc, et tout ça pour dire aussi que ça serait compliqué de le retrouver comme ça d'un coup en numérique, sans qu'il y ait un boulot fait avant, ou sans qu'il y ait un boulot qui vienne du Japon aussi, en fait. C'est possible, parce que dans ce cas-là, si l'éditeur lui-même commence à numériser et ainsi de suite les planches, là ça devient intéressant de manière internationale. Mais si c'est juste pour la France, c'est mort. Ouais, je sais pas, pour le numérique je sais pas trop comment ça fonctionne, mais dans mes souvenirs, vu que j'avais fait un mémoire là-dessus, Kazé numérisait lui-même ses planches, pas le manga Kazé, l'éditeur Kazé numérisait eux-mêmes leurs planches, et ceux qui faisaient tout le travail de numérisation, ça se dit numérisation ? Oui. Ouais. Et du coup, c'est eux qui clignaient les pages, c'est eux qui faisaient le travail. Donc après, je sais pas comment ça peut mais est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui, l'investissement? C'est du boulot quand même. Parce que même si c'est des ressources internes, si tu les mobilises pour un truc, peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de retour sur investissement. Enfin, oui, non, mais c'est une question. Ça se réfléchit. Ouais, voilà, c'est pour que 15 auditeurs de la 5ème de cours puissent le lire à, je sais pas, à 2€ l'unité. On pourra mettre un sticker recommandé. La 5ème de couvre l'a créé. C'est ça. Merci de nous avoir écoutés. Comme d'hab, on attend vos retours sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, etc. Merci de nous avoir écoutés. On vous dit à très bientôt. On sait pas encore dans pour la futur prochaine émission. Incertain, mais voilà. À bientôt. On va essayer, on va faire ce qu'on peut en tout cas. Merci. Ciao, salut. Ciao. Ciao.